Non, papa. Quelque chose de grave est arrivé la semaine où je suis resté chez maman. Mais maman a dit que si je te le dis, quelque chose d'encore pire se produira. Papa, aide-moi. J'ai tellement mal au dos. La voix tremblante de la petite Marie Dumas, 7 ans à peine, flottait faiblement depuis la chambre rose pastel du grand domaine familial de Neuilly-sur-Seine. Mon cœur de père s'est serré dans ma poitrine, une douleur vive et inattendue. C'était le même instant où moi, Julien Dumas, je venais de rentrer après une semaine d'affaires à Marseille. Je m'attendais à voir ma fille courir vers moi, mais au lieu de cela, elle était là, assise au bord de son lit, dos à la porte. Elle portait un pull trop grand, 2 tailles au-dessus, et ses petites épaules étaient rentrées, sa posture étrange, rigide. Une raideur anormale qui, en un instant, m'a hurlé que quelque chose n'allait pas. Comment j'en suis arrivé là? Je venais à peine d'entrer. 10 minutes à peine, Sophie, mon ex-femme, s'était éclipsée presque en courant, prétextant un rendez-vous urgent au spa. Elle était censée s'occuper de Marie toute la semaine, selon notre accord de garde partagé, signé il y a 8 mois après le divorce. D'habitude, Sophie traînait au moins une demi-heure, débitant un flot incessant de détails sur ce que l'enfant avait mangé, appris ou avec qui elle avait joué, des récits souvent enjolivés, je le savais, juste pour se présenter comme une mère dévouée. Mais là, elle s'était précipitée vers sa Porsche rouge, ses talons claquant sur le marbre, évitant mon regard, sans même un mot sur mon voyage. Cette nervosité, cette hâte, avait déclenché toutes mes alarmes. Pas celle du chef de l'Empire Dumas, connu dans le milieu de la pègre parisienne pour sa pointe de fashion, mais celle, bien plus primale et féroce, d'un père. Celle que même mes milliards ne pouvaient acheter. Et maintenant, devant la porte de Marie, entendant sa petite voix effrayée, je savais que cet instinct avait eu raison. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer pendant ces 7 jours? Pourquoi ma fille était-elle si terrifiée à l'idée que dire la vérité rende tout pire? Et surtout, quelle blessure ce pull trop grand cachait-il? J'ai poussé doucement la porte de la chambre. Mon cœur battait la chamade, lourd et martelant. Marie était toujours là, assise, le dos tourné, ses petites épaules tremblantes comme un oisillon blessé. J'ai essayé de rendre ma voix la plus douce possible. « Marie, ma puce, viens. Papa est là. Tu m'as tellement manqué. » Je me suis approché, les bras grands ouverts, prêt à la serrer comme toujours. Mais au moment où mon bras a effleuré son dos, elle a poussé un cri de douleur si aigu qu'il m'a déchiré l'âme. « Ça fait mal, papa. Ça fait tellement mal. Ne touche pas mon dos. » Je l'ai lâché immédiatement, pétrifié. Marie s'est retournée, son petit visage inondé de larmes, ses lèvres tremblantes, ses yeux emplis d'une peur qu'une enfant de 7 ans ne devrait jamais connaître. J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de m'arracher l'air des poumons. « Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton dos te fait mal? Tu es blessée? » Je me suis agenouillé devant elle pour que nos yeux soient à la même hauteur, luttant pour garder ma voix calme, alors que l'inquiétude montait en moi comme une marée. Marie a baissé la tête, les larmes tombant sur ses petites mains qui serraient l'ourlet de son pull. Elle n'a pas répondu, seulement des sanglots étouffés. « Marie, regarde-moi. » J'ai glissé ma main sous son menton et soulevé son petit visage. « Tu peux tout me dire. Je ne serai pas en colère. Je te le promets. » Mais maman a dit... Marie a sangloté, sa voix si fragile qu'elle semblait pouvoir se briser. Maman a dit que si je te le dis, quelque chose d'encore pire arriverait. Maman a dit que j'aurais de gros problèmes. La colère a commencé à bouillonner en moi, mais je l'ai forcée à redescendre. Ce n'était pas le moment. Ma fille avait besoin de calme. Elle avait besoin de sécurité. Écoute-moi, Marie. Rien de grave ne t'arrivera si tu me dis la vérité. Je suis là pour te protéger, pas pour te faire peur. Mais maman a aussi dit... Marie a hésité, ses grands yeux cherchant une explication dans mon visage. Maman a dit que les adultes croient toujours les adultes. Maman a dit,
Si tu parles, il la croira elle plus que toi, parce que tu n'es qu'une enfant et que les enfants inventent des choses. Ces mots m'ont frappé comme un couteau. Je ne pouvais pas croire que Sophie ait dit une chose pareille à notre propre enfant. Elle avait utilisé la peur pour faire taire une fillette de 7 ans. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai saisi ses petites mains dans les miennes, les serrant doucement mais fermement, juste assez pour qu'elle sente ma stabilité. Marie Douma, regarde-moi dans les yeux. Ma voix s'est faite plus grave, sérieuse mais pleine d'amour. Je vais te dire quelque chose et je veux que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. Je te croirai toujours, toujours. Quoi que ta mère dise, quoi que n'importe qui dise, je te croirai avant de croire n'importe quel autre adulte dans ce monde. Même ta mère. Tu es ma priorité numéro 1. Tu es tout mon monde. Personne n'est autorisé à te faire du mal sans en payer le prix. Marie m'a regardé, ses yeux encore noyés de larmes. Mais pour la première fois, une faible lueur d'espoir y a vacillé. Vraiment, papa, tu me croiras? Vraiment, ma princesse. Maintenant, peux-tu me dire exactement ce qui s'est passé cette semaine? J'ai besoin de savoir pour pouvoir te protéger. Marie a pris une profonde inspiration, comme si elle rassemblait le dernier lambeau de courage dans son petit corps. Puis elle a commencé à parler, sa voix tremblante. Chaque mot pourtant sortait clairement, comme si elle avait gardé cette histoire en elle beaucoup trop longtemps et avait enfin trouvé quelqu'un d'assez sûr pour la raconter. Elle a dégluti difficilement, ses petites mains agrippées aux miennes, comme si les lâcher ferait disparaître le courage fragile qu'elle venait de trouver. Elle a recommencé à parler, sa voix un murmure, chaque mot douloureusement clair. C'est arrivé mardi soir, papa. Ce jour-là, maman avait préparé du brocoli pour le dîner. J'ai dit à maman que je n'aimais pas le brocoli parce que ça me faisait mal au ventre. Mais elle ne m'a pas cru. Elle a dit que j'inventais pour ne pas manger de légumes. J'ai écouté en silence, faisant tout pour retenir la rage qui montait en moi. Je savais que si je montrais ma colère maintenant, Marie pourrait avoir peur et arrêter de parler. J'ai essayé de le manger, papa. J'ai vraiment essayé d'avaler quelques bouchées, mais j'avais tellement envie de vomir. J'ai demandé à maman si je pouvais manger autre chose, mais elle s'est fâchée. Elle a claqué la main sur la table et elle a crié que j'étais une mauvaise enfant, une enfant trop gâtée. Marie a fait une pause, reprenant une inspiration chancelante. Maman m'a fait rester assise jusqu'à ce que je finisse toute l'assiette de brocoli. Je suis resté longtemps, papa, très longtemps, mais je n'arrivais pas à le manger. Finalement, maman m'a dit de monter à l'étage et elle a dit que je n'avais pas le droit de manger autre chose ce soir-là parce que j'étais une mauvaise enfant qui n'écoutait pas. Et après, ma chérie, j'ai demandé doucement, même si quelque chose en moi bouillait. Je suis allé dans ma chambre et j'ai pleuré parce que j'avais tellement faim. Environ 1 heure plus tard, maman est venue dans ma chambre. La voix de Marie a commencé à trembler beaucoup plus fort et ses yeux se sont baissés vers le sol comme si elle ne pouvait pas affronter le terrible souvenir. Ma main a ouvert ma porte et elle est entrée. Elle était toujours très en colère. Elle a dit que j'étais une mauvaise enfant, têtue, et qu'elle devait me donner une leçon. Le sang dans mes veines est devenu glacial. Je savais déjà que ce que j'allais entendre serait horrible, mais je devais savoir. Je devais entendre toute la vérité de la bouche de ma fille. Maman m'a attrapé le bras et m'a tiré du lit. Elle m'a serré très fort, papa, ça faisait tellement mal. Je l'ai suppliée de me lâcher, mais elle n'a pas écouté. Elle m'a crié au visage que je devais apprendre à écouter les adultes. Marie a éclaté en sanglots, mais elle a continué, comme si elle avait besoin de vider ce poids de sa petite poitrine. Puis maman m'a poussé. Elle m'a poussé très fort, papa. Mon dos a frappé directement la poignée de la porte de l'armoire. La poignée ronde en métal qui dépasse. Tu sais laquelle, papa? Mon dos l'a frappé et j'ai entendu un craquement. Ça faisait tellement mal que je ne pouvais plus respirer. Je suis tombé par terre et j'ai crié, crié, crié. J'ai dû serrer ma mâchoire pour ne pas laisser échapper un rugissement de fureur.
Ma main s'est serrée si fort que mes phalanges sont devenues blanches. Qu'est-ce que maman a fait après ça, Marie? Au début, maman a eu peur aussi. Elle m'a aidé à me relever et elle a soulevé mon pull pour regarder mon dos. J'ai vu son visage pâlir quand elle a vu la marque, mais ensuite, elle s'est encore fâchée. Elle a dit que je m'étais fait de mal parce que je ne voulais pas rester tranquille. Elle a dit que c'était de ma faute. Marie a reniflé, les larmes coulant sur ses joues rondes. Le lendemain, la marque était plus grosse et plus foncée. J'avais tellement mal que je ne pouvais pas dormir. Je ne pouvais pas m'allonger sur le dos. J'ai demandé à maman de m'emmener chez le docteur, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit que le docteur poserait trop de questions et qu'elle ne voulait pas d'ennui. Elle m'a emmené à la pharmacie et elle a acheté un tube de pommade et des rouleaux de bandage. Elle m'a bandé à la maison. Elle a serré très fort, papa, ça faisait tellement mal. Elle a changé le bandage pour toi? J'ai demandé, ma voix rauque à force de retenir ma rage. Marie a secoué la tête. Elle n'a bandé qu'une fois et elle m'a dit de ne pas y toucher. Elle a dit, quand ton père reviendra, il faudra bien le cacher. Il ne faut pas que tu le laisses voir. Elle m'a fait porter de gros pulls pour le couvrir. Elle a dit que si je te le disais ou à n'importe qui, elle dirait que je suis tombée toute seule et que je suis une enfant qui invente des choses. Elle a dit que personne ne croit les enfants. Marie m'a regardé, ses yeux rouges et désespérés. Papa, j'ai tellement mal. Ça fait une semaine entière et mon dos me fait toujours mal. J'ai de la fièvre depuis jeudi. Maman a dit que c'est normal, que mon corps se soigne tout seul, mais ça n'a pas l'air normal du tout. J'ai tellement peur, papa. À ce moment-là, j'ai senti une main invisible me presser le cœur à en étouffer l'existence. Chaque mot prononcé par ma fille était une lame qui me taillait encore et encore. Mais je savais que je devais voir la blessure de mes propres yeux pour comprendre à quel point c'était grave. Marie, j'ai besoin de voir ton dos. Peux-tu me montrer ma puce? Je te promets que je serai très doux. Elle a hésité une seconde, puis a hoché lentement la tête. Marie m'a tourné le dos et a soulevé délicatement le pull trop grand. J'ai dû poser une main sur ma bouche pour ne pas laisser échapper un cri d'horreur devant elle. Son bas du dos était enveloppé de couches de bandage médical blanc, mais le blanc avait viré à un jaune terne et sale, strié de marques marron suspectes. Une odeur forte et putride m'a frappé au visage. Le genre d'odeur que n'importe qui reconnaîtrait comme une infection. Les bandages étaient maladroitement serrés, lâches par endroits et beaucoup trop serrés à d'autres. Clairement fait par quelqu'un sans aucune connaissance médicale. Je vais enlever le bandage pour que je puisse voir ce qu'il y a en dessous. D'accord? Je le ferai aussi doucement que possible. Marie a hoché la tête, ses petites épaules tremblantes de peur. J'ai commencé à retirer chaque couche aussi délicatement que possible. Elle a gémi de douleur chaque fois que je la touchais, et j'avais l'impression que mon cœur se déchirait. Lorsque la dernière couche a été enlevée, j'ai dû détourner le visage une seconde juste pour me ressaisir. Ce que j'ai vu était pire que tout ce que j'avais imaginé. Une énorme ecchymose, grande comme une grosse orange, s'étalait sur le bas du dos de ma fille. Le centre était noir comme de l'encre, la couleur rayonnant vers un violet profond, puis s'estompant un vert et jaune sur les bords. Une carte cruelle de jours passés sans soins appropriés. La peau autour était gonflée et d'un rouge vif, et par endroits, elle sointait un liquide jaune trouble, un signe clair que l'infection prenait le dessus. J'avais le mal de mer, non pas de dégoût, mais de la rage qui bouillonnait dans mes veines. Ma petite fille avait enduré cette douleur pendant 7 longs jours sans être emmenée chez un médecin, sans recevoir les soins médicaux dont elle avait si manifestement besoin. « Est-ce que je peux voir tes bras aussi, ma puce? » J'ai demandé, la gorge nouée. Marie a tendu son bras et j'ai vu des marques ovales sur ses 2 petits bras. Les formes étaient indéniables, les empreintes de doigts d'adulte serrant fort. 5 marques distinctes se détachaient sur la peau pâle des bras de ma fille, comme des preuves impossibles à nier. J'ai pris une longue et lente inspiration,
réprimant la fureur qui menaçait d'exploser. J'étais Julien Dumas, le chef de l'empire de la pègre parisienne, l'homme que les criminels craignaient. J'avais vu la brutalité sous mille formes. J'avais affronté les ennemis les plus dangereux sans le moindre tremblement. Mais jamais de ma vie je n'avais ressenti une colère pareille. Sophie allait payer pour ce qu'elle avait fait. Mais ce n'était pas le moment de la vengeance. Ma fille avait besoin de soins médicaux immédiatement. Marie, écoute-moi. J'ai doucement remis son pull, puis je l'ai tourné pour qu'elle puisse me regarder dans les yeux. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Ta blessure a besoin d'un médecin pour être soignée correctement. Tu as peur? Je n'ai pas peur si tu es avec moi, a murmuré Marie. Je serai toujours avec toi, pour toujours. J'ai soulevé ma fille dans mes bras aussi délicatement que possible, évitant son dos blessé. J'ai sorti mon téléphone et appelé Benoît, mon chauffeur. Prépare la voiture tout de suite. On va à l'hôpital Necker-Enfants Malades, à Paris. Urgence. La Mercedes noire a traversé les rues de Paris dans la nuit. Benoît serrait le volant, le visage tendu, tandis que j'étais assis à l'arrière, serrant ma fille contre moi. Marie reposait sa tête sur ma poitrine, son visage pâle de douleur et d'épuisement. 15 minutes plus tard à peine, nous sommes arrivés à l'hôpital. J'ai porté ma fille rapidement à travers les portes vitrées automatiques et des urgences, arborant mon masque habituel de contrôle froid, bien que l'inquiétude dans mes yeux soit impossible à cacher. Le service des urgences la nuit n'était pas trop bondé. Seuls quelques patients étaient assis et attendaient. Lorsque Julien Dumas est entré, vêtu d'un costume noir coûteux, dégageant une autorité écrasante avec un enfant dans les bras, toutes les têtes se sont tournées vers moi. Quelques personnes m'ont reconnu et ont baissé précipitamment les yeux, n'osant pas me regarder directement. J'ai besoin d'un médecin tout de suite. Ma fille est gravement blessée et il y a des signes d'infection, ai-je dit à la réceptionniste, ma voix pas forte, mais portant un commandement qu'on ne pouvait refuser. Les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés quand elle a réalisé qui était l'homme devant elle, ses mains tremblantes alors qu'elle tapait sur le clavier de l'ordinateur. Oui, oui, monsieur. Veuillez patienter un instant. J'appelle une infirmière tout de suite. C'est alors qu'un jeune homme en uniforme d'infirmier bleu clair est sorti de derrière le comptoir. Il avait les cheveux châtains bien attachés à la nuque, une peau claire et lumineuse, et des yeux bleus pâles aussi clairs qu'un lac d'automne. Son visage affichait une beauté douce, mais il y avait quelque chose de fragile en lui, comme s'il avait traversé de nombreuses tempêtes dans sa vie. Sur sa poitrine se trouvait un badge nominatif indiquant « Pierre Dubois, infirmier ». Pierre s'est approché, et un bref instant, ses yeux ont croisé les miens. Il m'a reconnu immédiatement. Le chef de l'Empire Dumas, un nom que tout Paris connaissait, l'homme le plus puissant de la pègre de la ville. Son cœur a battu un peu plus vite, mais une seconde plus tard, le professionnalisme a pris le dessus. Il était infirmier et devant lui se trouvait un enfant qui avait besoin d'aide. C'était tout ce qui importait pour le moment. « Bonjour, je suis l'infirmier Pierre. C'est votre fille, n'est-ce pas ?» a demandé Pierre, sa voix calme et chaleureuse. « Veuillez me suivre immédiatement dans une salle d'examen. » Il nous a conduits, Marie et moi, dans une pièce privée, rapidement et efficacement. Quand j'ai posé Marie sur le lit d'hôpital, la petite fille s'est recroquevillée sur elle-même, la peur sur son visage alors qu'elle regardait la pièce d'un blanc éclatant avec son équipement médical inconnu. Pierre a immédiatement remarqué la panique dans les yeux de l'enfant. Il a tiré une petite chaise près du lit et s'est assis à la hauteur des yeux de Marie, offrant un doux sourire. « Salut, ma puce. Comment tu t'appelles? » Marie a regardé l'infirmier avec des yeux méfiants, mais la voix chaleureuse et le sourire bienveillant de Pierre semblaient l'apaiser. « Marie, » a murmuré la petite fille. « Marie, quel joli prénom. Comme une rose. Savais-tu que les roses sont mes fleurs préférées? » a dit Pierre, son ton doux comme s'il racontait une histoire avant de dormir. « Maintenant, j'ai besoin de t'examiner un petit peu pour voir comment tu vas. Peux-tu me montrer ta blessure? Je te promets que je serai très doux, et si ça fait mal, tu me le dis tout de suite. D'accord? »
Marie a jeté un coup d'œil à son père, cherchant d'une permission. J'ai fait un petit signe de tête, mon regard s'adoucissant en observant la façon dont cet infirmier traitait ma fille. Pierre a vérifié délicatement les signes vitaux de Marie, prenant sa température, sa tension artérielle, son rythme cardiaque, chaque mouvement doux et précis. Quand il a constaté que Marie avait une légère fièvre, il n'a pas montré d'alarme, gardant son sourire rassurant. « Tu te débrouilles tellement bien, Marie. Tu es plus courageuse que tant de super-héros que je connais, » a dit Pierre en terminant l'examen initial. « Maintenant, je vais appeler le docteur pour qu'il vienne t'examiner. Pendant que nous attendons, veux-tu que je te raconte une histoire sur mon ours en peluche? Il s'appelle Pudding, et il est jaloux tout le temps. » Marie a cligné des yeux de surprise, et puis quelque chose de miraculeux s'est produit. Les coins de la petite bouche de la fille se sont soulevés. Un petit mais indéniable sourire est apparu sur un visage qui, pendant des jours, n'avait connu que la douleur et la peur. C'était le premier sourire de Marie après 7 jours d'enfer. Je me tenais près du lit, observant en silence ce qui se passait. J'ai regardé la façon dont Pierre parlait patiemment avec ma fille. La façon dont il a réussi à ce que Marie se sente en sécurité en seulement quelques minutes. Il y avait quelque chose de différent chez ce jeune homme, une douceur sincère qui ne pouvait être feinte. Et pour la première fois depuis mon retour à la maison ce soir, j'ai senti une mince étincelle d'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Pause. Juste un instant. Je dois m'interrompre ici parce que, honnêtement, toute cette situation, c'était d'un absurde total. Un homme comme moi, à la tête de la pègre parisienne, habitué à gérer des crises d'une toute autre nature, se retrouvant dans ce service d'urgence pour enfants. Et puis, cet infirmier, Pierre, avec cette douceur si désarmante. Je me suis dit, Julien, tu as survécu à des guerres territoriales, à des trahisons sanglantes. Tu as vu la pire facette de l'humanité. Et maintenant, tu es là, le cœur en miettes, à cause d'un brocoli et d'une poignée de porte. C'est une histoire que je n'aurais jamais cru vivre, ni même entendre. Tout était si brut, si loin de mon monde habituel où chaque action est calculée, chaque mot pesé. Là, c'était juste la douleur d'une enfant, la trahison d'une mère et l'humanité d'un étranger. Ça remet les pendules à l'heure, ça vous démolit vos certitudes. Je ne savais plus quoi penser, quoi ressentir. Juste une envie folle de protéger. Fin de la parenthèse, reprenons. Environ 10 minutes plus tard, le docteur Henri Dubois est entré dans la salle d'examen. C'était un homme d'environ 55 ans, avec des cheveux poivre et sel, des yeux vifs adoucis par une chaleur constante, dégageant la présence expérimentée et fiable d'un pédiatre chevronné. Il travaillait à l'hôpital Necker-Enfants malades depuis plus de 20 ans et avait vu toutes sortes de cas. Pourtant, même ainsi, après que Pierre lui ait fait un bref rapport sur cette jeune patiente, il n'a pas pu cacher son inquiétude. « Bonjour, ma puce. Je m'appelle Dr Dubois. J'entends dire que tu as été très courageuse et maintenant je vais t'examiner un peu. D'accord? L'infirmier Pierre restera juste ici avec toi tout le temps, » a dit le docteur Dubois d'une voix calme, attentionné de ne pas l'effrayer. Marie a fait un petit signe de tête, une main agrippée à celle de Pierre, comme si c'était le seul fil de vie qu'elle avait. Le docteur Dubois a commencé à examiner la blessure sur le dos de Marie. Lorsque son pull a été délicatement soulevé et que la zone blessée a été entièrement révélée sous la lumière médicale, la gravité sur son visage était impossible à manquer. Debout à côté de lui, Pierre a dû détourner son visage une seconde, ses yeux brillant brièvement d'humidité en voyant l'horrible ecchymose noire sur ce petit dos. « Est-ce que ça fait très mal quand je touche ici? » a demandé le docteur Dubois doucement en vérifiant la peau autour de la blessure. Marie a poussé un gémissement de douleur même s'il l'a à peine touché. Le docteur Dubois a soupiré, puis s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse. « Monsieur Dumas, j'ai besoin de vous parler en privé un instant à l'extérieur. » J'ai hoché la tête, j'ai regardé ma fille et j'ai dit
Papa va sortir un instant et revenir tout de suite. Reste ici avec l'infirmier Pierre. D'accord? Marie s'est accrochée plus fort à la main de Pierre, mais a hoché la tête en accord. Les deux hommes sont sortis dans le couloir. Le docteur Dubois a croisé les bras sur sa poitrine, son visage très sévère. Monsieur Dumas, je vais être direct avec vous. L'état de votre fille est grave. L'ecchymose sur son dos est une contusion sévère des tissus mous, et parce qu'elle n'a pas reçu de soins médicaux appropriés pendant plusieurs jours, elle s'est infectée. Elle a besoin d'antibiotiques intraveineux immédiatement, et elle doit rester à l'hôpital pendant au moins 2 jours pour observation. J'ai serré ma mâchoire, mais j'ai gardé le silence pour que le docteur puisse continuer. J'ai également trouvé des ecchymoses sur ses bras. Ces ecchymoses ont un motif très caractéristique. Ce sont les marques de doigts d'adultes serrant fort. Combiné à la blessure sur son dos et ce que votre fille a décrit, j'ai des raisons de croire que ce n'est pas un accident ordinaire. Le docteur Dubois a fait une pause, prenant une profonde inspiration avant de reprendre. Monsieur Dumas, la loi m'oblige à signaler cela au service de protection de l'enfance et à la police. Tout signe suspect de maltraitance infantile doit faire l'objet d'une enquête. Ce n'est pas mon choix. C'est une obligation légale. J'ai regardé le docteur droit dans les yeux, ma voix basse et ferme. Je comprends, docteur, et je soutiens pleinement ce signalement. Le docteur Dubois a paru légèrement surpris par ma réponse. Il s'était préparé à une confrontation tendue, surtout en sachant qui était l'homme devant lui. Mais au lieu de cela, il n'a vu qu'un père en deuil essayant de faire ce qui était juste pour sa fille. « Vous ne ferez pas d'objection ?» a demandé le docteur, juste pour s'en assurer. « Non, faites tout ce qui doit être fait. Prenez des photographies médicales. Documentez chaque preuve. Appelez la police. Appelez qui vous voulez. Ma fille est ma seule priorité en ce moment. Je veux que tout soit documenté complètement et clairement, pour que la personne qui a causé ces blessures à mon enfant soit tenue responsable devant la loi. » Le docteur Dubois a hoché la tête, un respect évident dans ses yeux. « Je comprends. Nous photographierons toutes ces blessures comme preuve médicale. Je contacterai également la police et les services de protection de l'enfance dès maintenant. Pendant que nous attendons, l'infirmier Pierre préparera les antibiotiques intraveineux pour elle. Encore une chose, docteur, ai-je dit, ma voix devenant plus grave, portant une froideur terrifiante. La personne qui a causé ces blessures à ma fille est sa propre mère, mon ex-femme. Je veux que cela soit clairement enregistré dans le dossier. » Le docteur Dubois est resté silencieux un instant, puis a hoché la tête lentement. Il avait été témoin de nombreux cas déchirants au cours de sa carrière, mais chacun le frappait encore en pleine poitrine. Un enfant blessé par sa propre mère. Il n'y avait pas de douleur plus grande que celle-là. Environ 40 minutes après l'appel du docteur Dubois, 2 policiers sont arrivés à l'hôpital. La détective Claire Moreau était une femme d'une 40aine d'années aux cheveux courts et soignés et aux yeux vifs et observateurs. Avec elle se trouvait un jeune collègue, l'agent Martin. Ils ont examiné le dossier médical et les photographies des blessures de Marie, et leurs 2 visages sont devenus graves en prenant connaissance des informations. La détective Moreau a demandé à me parler en privé dans une petite salle de réunion à côté du service des urgences pour prendre ma déposition. « Monsieur Dumas, j'ai entendu les bases du docteur Dubois. Maintenant, j'ai besoin que vous me racontiez tout ce que vous savez et tout ce que votre fille vous a dit. » J'ai raconté chaque détail avec précision et clarté. Du moment où je suis rentré et que j'ai vu Sophie s'éloigner précipitamment jusqu'au moment où Marie m'a supplié de l'aider et a décrit tout ce qui s'était passé mardi soir. La détective Moreau a noté chaque détail avec soin, posant occasionnellement des questions pour clarifier. Quand j'ai eu fini, elle m'a regardé et m'a dit « Monsieur Dumas, je voudrais que vous appeliez votre ex-femme tout de suite et que vous mettiez sur haut-parleur. Nous avons besoin d'entendre sa réaction et son explication à ce sujet. L'appel sera enregistré comme preuve. » J'ai hoché la tête, j'ai sorti mon téléphone,
trouvé le numéro de Sophie et appuyé sur appel, puis j'ai activé le haut-parleur et posé le téléphone sur la table. Le téléphone a sonné 4 fois avant que Sophie ne réponde, sa voix irritée. « Julien, qu'est-ce que tu me veux encore? »« Je suis occupé. »« Sophie, je suis à l'hôpital avec Marie. » Et je dis, ma voix d'un calme glacial. Il y a eu un bref silence avant que Sophie ne reprenne la parole, son ton passant soudain à une sorte d'inquiétude forcée. « L'hôpital? Qu'est-ce qui est arrivé à Marie? Qu'est-ce qu'elle a? »« C'est à toi de me le dire. Elle était avec toi cette semaine. Quelque chose s'est passé? » J'ai demandé, délibérément, ne révélant pas ce que je savais déjà pour voir ce que Sophie dirait. « Rien n'est arrivé, » a répondu Sophie rapidement, son ton ferme. Tout était normal cette semaine. Marie était un peu têtue pour manger, mais rien de grave. Pourquoi tu demandes? Elle te dit quelque chose? Marie est à l'hôpital avec une grave blessure infectée sur le dos. La blessure date d'1 semaine et n'a pas reçu de soins médicaux appropriés. Il y a eu un silence plus long. J'ai entendu Sophie prendre une inspiration brusque de l'autre côté. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix avait changé, plus défensive maintenant. « Oh, ça, ce n'est qu'une petite ecchymose. Elle est tombée en jouant dans sa chambre. J'ai géré, j'ai mis de la pommade dessus et j'ai enveloppé soigneusement. Ce n'est rien de grave. Tu en fais trop. » Une petite ecchymose ne se transforme pas en une infection qui nécessite des antibiotiques intraveineux, Sophie. Et tu viens de dire que rien ne s'est passé. Maintenant, tu dis qu'elle est tombée, alors quelle est la vérité? Ma voix était tranchante comme une lame. Sophie est restée silencieuse pendant quelques secondes de plus. La détective Moreau et l'agent Martin écoutaient attentivement, écrivant sans relâche. « D'accord, d'accord. » Sophie a soupiré, son ton devenant ouvertement agacé. Mardi soir dernier, il y a eu un petit incident. Marie ne voulait pas dîner et j'ai un peu perdu mon sang-froid. Je l'ai poussée légèrement pour qu'elle aille dans sa chambre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle frappe son dos sur la poignée de porte. C'était un accident. Ce n'était pas ma faute, elle n'arrêtait pas de discuter et de refuser d'écouter. Je voulais juste lui donner une leçon de discipline. Tu as poussé une enfant de 7 ans assez fort pour qu'elle heurte du métal et se fasse une ecchymose pendant 5 jours? Tu appelles ça une légère poussée? Tu dramatises, Julien. Les enfants exagèrent pour se faire gâter. Marie apprend à te manipuler. Elle invente des choses pour que tu aies pitié d'elle. Marie n'invente rien. Il y a des preuves médicales claires. Il y a aussi des marques de doigts d'adulte sur ses bras. Sophie, comment tu expliques ça? Sophie a complètement perdu le contrôle, sa voix devenant dure et défensive. Je lui ai attrapé les bras parce qu'elle ne voulait pas rester tranquille. Elle se débattait. J'ai dû la retenir fort pour qu'elle ne démolisse pas toute la maison. Je suis sa mère. J'ai le droit de discipliner mon enfant. Tu n'as pas à juger comment je l'élève. La discipline ne signifie pas blesser ton enfant et ensuite laisser une plaie infectée sans traitement pendant 5 jours sans l'emmener chez un médecin. Je pensais que ce n'était pas grave. J'ai mis de la pommade dessus et je l'ai enveloppé, non? Pourquoi l'emmener chez un médecin quand ce n'est qu'une ecchymose? Une ecchymose qui lui a donné de la fièvre depuis jeudi, qui l'a empêché de dormir à cause de la douleur, qui l'a rendu incapable de s'allonger sur le dos, et tu lui as dit que c'était normal? Silence. Sophie ne pouvait pas répondre à cela. La détective Moreau m'a fait signe de continuer. Sophie, tu dois venir à l'hôpital tout de suite. La police est là et elle a besoin de prendre ta déposition. La police? La voix de Sophie a soudainement tremblé pour la première fois, semblant vraiment paniquer. Tu as appelé la police? Qu'est-ce que tu fais, Julien? Tu essaies d'utiliser ça contre moi pour la garde? Je n'ai pas appelé la police. L'hôpital est légalement tenu de signaler tout cas suspect de maltraitance infantile. Ce n'est pas mon jeu, Sophie. Ce sont les conséquences de ce que tu as fait à notre fille. J'appelle mon avocat, a grogné Sophie. Tu ne me prendras pas, Marie. Je suis sa mère. Appelle ton avocat si tu veux, mais pour l'instant, tu dois venir à l'hôpital. Si tu n'es pas là dans l'heure, la police viendra te trouver, ai-je dit froidement.
Puis j'ai mis fin à l'appel. La détective Moreau m'a regardé avec une expression à la fois impressionnée et pleine de sympathie. Elle a changé son histoire 3 fois en un court appel. D'abord, elle a dit que rien ne s'était passé, puis elle a dit que votre fille était tombée, et finalement, elle a admis l'avoir poussée. C'est une preuve très précieuse, Monsieur Dumas. Pendant que Julien était en pleine confrontation avec la police au sujet de l'appel avec Sophie, Pierre a profité de sa pause de 15 minutes après une période tendue de son service. Il est entré dans la salle de repos du personnel, s'est versé une tasse de café chaud et s'est assis sur le vieux canapé confortable dans le coin. Ses 2 mains enserraient la dassasse, sentant la chaleur se répandre dans ses paumes froides, mais son esprit était ailleurs. L'image des ecchymoses sur les petits bras de Marie ne le quittait pas. Ces ecchymoses en forme de doigts d'adulte, pressés dans la peau pâle d'une enfant de 7 ans. Il avait vu bien trop de cas comme celui-ci au cours de ses années d'infirmier. Mais cette fois, il y avait quelque chose qui l'empêchait de mettre ça de côté. Peut-être était-ce parce que les yeux de Marie ressemblaient trop aux yeux que Pierre avait vus dans le miroir des années auparavant. Sans y penser, Pierre a levé la main et a légèrement caressé son poignet gauche, où sa montre cachait une longue cicatrice qui s'était estompée avec le temps, mais n'avait jamais complètement disparu. Cette cicatrice était la trace d'un cauchemar d'il y a 4 ans. Quand Théo, son ex-compagnon à l'époque, ivre et furieux, lui avait tranché le bras avec une bouteille cassée parce qu'il avait osé lui répondre. Le souvenir lui a déferlé comme un flot qu'il ne pouvait arrêter. Pierre avait grandi dans un orphelinat à la périphérie de Lyon, sans père, sans mère, sans aucune idée de ses origines. La seule famille qu'il avait était une sœur cadette du même foyer, une jeune femme nommée Thomas, 3 ans plus jeune que lui. Avec un sourire radieux et des yeux clairs et brillants, tous deux s'étaient accrochés l'un à l'autre pendant les années difficiles passées dans cet endroit, se promettant qu'en grandissant, ils construiraient une vraie famille ensemble. À 22 ans, Pierre avait rencontré Théo lors d'une fête d'amis. Il était beau, charmant, doux, et il savait exactement comment conquérir un jeune homme affamé d'amour. Il parlait avec de belles promesses, jurait qu'il pouvait lui offrir un avenir heureux. Et Pierre, naïf, avait cru chaque mot. Il s'était marié après seulement 6 mois de fréquentation. Mais juste après le mariage, le vrai visage de Théo avait commencé à se montrer. Il contrôlait tout dans sa vie. De l'argent aux amitiés, il était d'une jalousie irrationnelle, se méfiant de lui avec chaque homme. Et quand cette jalousie s'enflammait, il utilisait ses poings pour prouver sa possession. La première fois qu'il l'avait frappé, Pierre avait été si choqué qu'il n'avait pas pu croire que cela s'était produit. Théo était tombé à genoux, avait imploré pardon, pleuré, promis qu'il ne le ferait plus jamais. Pierre l'avait cru, mais ensuite, c'est arrivé une 2e fois, puis une 3e, puis d'innombrables fois après. 3 ans dans un mariage qui était un véritable enfer, Pierre avait vécu dans la peur et le désespoir. Il cachait les ecchymoses sous des manches longues, couvrait les marques sombres sur son visage avec un maquillage épais et mentait à tout le monde, leur disant qu'il était heureux. Il n'osait pas partir parce que Théo menaçait de le tuer s'il essayait. Et puis Thomas, sa sœur, avait été diagnostiquée d'une leucémie. Une jeune femme de 22 ans, souriant toujours comme elle l'avait toujours fait, avait été forcée de combattre cette maladie cruelle pendant 2 longues années. Pierre avait dépensé chaque euro qu'il possédait pour son traitement. Mais finalement, Thomas était quand même morte, le laissant seul au monde avec une montagne écrasante de dettes médicales. La nuit où Thomas est morte fut aussi la nuit où Pierre a failli mourir des mains de Théo. Il était ivre, et il l'avait battu plus brutalement que jamais. Quand il gisait immobile sur le sol, le sang coulant de la blessure à son poignet, il pensait qu'il allait mourir, mais une sorte de miracle l'a maintenu en vie. Un voisin a entendu la violence et a appelé la police. Théo a été arrêté et Pierre a été emmené à l'hôpital. Après cette nuit-là, il a décidé qu'il devait fuir. Il a changé de nom, a déménagé à Paris et a commencé une nouvelle vie.
Travaillant la nuit comme infirmier pédiatrique, il pensait avoir enterré le passé. Mais ce soir, en regardant les yeux terrifiés de Marie, toute cette douleur est revenue en force. Pierre a posé son café sur la table, s'est levé et s'est regardé dans le petit miroir du mur. Il a vu un homme de 27 ans aux yeux bleus pâles remplis de blessures qui n'avaient pas encore cicatrisé. Mais il a aussi vu un survivant. Quelqu'un qui était sorti de l'enfer et qui était toujours debout. La petite Marie était aussi une victime, une enfant blessée par la personne même qui était censée la protéger. Et Pierre savait qu'il ne pouvait pas détourner le regard. Il protégerait cette petite fille à tout prix, parce que personne ne méritait d'endurer ce qu'il avait enduré, surtout pas une innocente enfant de 7 ans. Pierre venait de retourner dans la chambre de Marie lorsqu'il a entendu le claquement sec de talons aiguilles résonner au bout du couloir. Le son se rapprochait de plus en plus, froid et autoritaire, comme le battement des tambours de guerre annonçant une tempête imminente. Il s'est retourné et a vu une femme s'avancer vers la chambre avec une arrogance impossible à me méprendre. Sophie est arrivée dans une robe Valentino rouge flamboyante moulante. Ses talons Christian Louboutin de 12 centimètres frappant un rythme régulier sur le carrelage de l'hôpital. Ses cheveux blonds dorés étaient coiffés en boucles parfaites. Son maquillage impeccable, sans une seule bavure. Ses lèvres rouges sang et ses yeux bleus glacés comme du verre. Elle avait l'air de sortir d'une soirée mondaine plutôt que de venir voir une fille allongée dans un lit d'hôpital. Il n'y avait aucune inquiétude ou urgence dans sa démarche, seulement de la colère et une attitude défensive écrite sur son visage aiguisé et magnifique. Sophie a ouvert la porte de la chambre d'hôpital en balançant son bras et est entrée comme une rafale de vent. Mais au lieu de se précipiter au chevet de sa fille pour demander comment elle allait, elle s'est dirigée droit vers moi, qui me tenait près de la fenêtre. Ses yeux brillaient de rage, et quand elle a parlé, sa voix était tranchante comme une lame. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais, Julien? Appeler la police, faire de moi une criminelle devant tout le monde. C'est ton plan pour obtenir la garde, n'est-ce pas? » J'ai regardé mon ex-femme avec un regard glacial et sans émotion. « Sophie, ta fille est allongée dans un lit d'hôpital avec une blessure infectée. Tes premiers mots n'ont pas été de demander de ses nouvelles. Ils ont été de m'attaquer. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur toi. Ne me fais pas la leçon sur ce qu'est être mère, » a crié Sophie sans prendre la peine de baisser la voix, même si nous étions à l'hôpital. « Qui es-tu pour me juger? Tu es toujours en voyage d'affaires, laissant ton enfant à d'autres. Et maintenant tu reviens et tu prétends être un super père. » La détective Moreau et l'agent Martin sont entrés dans la pièce à ce moment-là, leur visage sévère. Sophie s'est tournée vers eux, et en un instant, elle s'est transformée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ses lèvres ont tremblé, et sa voix est devenue faible et blessée. « Messieurs, je suis la mère de Marie. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mon ex-mari m'a appelé ici et m'a dit que j'étais accusé de maltraiter mon enfant. C'est la chose la plus absurde que j'ai jamais entendue. J'aime ma fille plus que tout au monde. » Des larmes ont commencé à couler sur les joues parfaitement maquillées de Sophie. Elle a levé une main pour couvrir sa bouche, ses épaules tremblant comme si elle sanglotait. C'était une performance brillante, assez bonne pour tromper quiconque ne connaissait pas la vérité. Mais la détective Moreau avait fait ce travail assez longtemps pour reconnaître les larmes de crocodile. « Madame, nous avons des preuves médicales de graves blessures sur votre fille. Nous avons également la déclaration de l'enfant et nous avons un enregistrement de l'appel téléphonique entre vous et M. Dumas dans lequel vous avez admis l'avoir poussé. » Sophie a cessé de pleurer instantanément, ses yeux redevenant froids. J'ai dit que je l'avais poussé légèrement, pas que je l'avais battu. Ce sont deux choses complètement différentes. Les enfants tombent et se font des bleus tout le temps. Vous en faites toute une histoire pour quelque chose de mineur. Une ecchymose de la taille d'une grosse orange gravement infectée et nécessitant des antibiotiques intraveineux n'est pas quelque chose de mineur, madame, a dit l'agent Martin.
Et le fait que vous ne l'ayez pas fait examiner pendant 5 jours, même si elle avait de la fièvre et souffrait, c'est de la négligence volontaire. Je pensais que ce n'était pas grave. Sophie a recommencé à pleurer, plus fort cette fois, plus dramatiquement. Je suis une mère célibataire. Je dois tout gérer seule pendant que mon ex-mari voyage partout pour le travail. Je suis épuisé. Je suis stressé. J'ai fait une erreur, mais je ne voulais pas blesser mon enfant. S'il vous plaît, vous devez comprendre. J'ai laissé échapper un rire froid. Mère célibataire, tu reçois 10 000 € de pension alimentaire par mois et tu as 2 femmes de ménage. Tu n'as pas à te soucier de l'argent ni des tâches ménagères. Ne joue pas la victime ici, Sophie. À ce moment-là, Pierre s'est rapproché du lit pour vérifier la perfusion de Marie. Il essayait de rester silencieux et de ne pas interférer avec la confrontation, mais sa présence a attiré l'attention de Sophie. La femme élégante a balayé Pierre du regard de la tête aux pieds avec un mépris non dissimulé. « Et vous, a dit Sophie d'une voix cinglante, arrêtant ses larmes instantanément. Qui êtes-vous pour être ici? C'est une affaire de famille. Ça n'a rien à voir avec des étrangers. » Pierre a levé la tête et a affronté le regard hostile de Sophie. « Je suis l'infirmier assigné pour prendre soin de Marie ce soir. »« Un infirmier? » Sophie a ricané avec dédain. « Alors faites votre travail et arrêtez de traîner autour de choses qui ne vous concernent pas. Restez à votre place. » Pierre n'a pas scié devant la grossièreté de Sophie. Il avait affronté des gens bien plus cruels que cela dans son passé. « Mon travail est de m'assurer que ma patiente est en sécurité et reçoit des soins appropriés. Marie est ma patiente et je serai là tant qu'elle aura besoin de moi. » Sophie a fusillé Pierre du regard comme si elle voulait le brûler de ses yeux. Mais avant qu'elle ne puisse dire un autre mot, la détective Moreau a parlé. « Madame, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour faire une déclaration officielle. Veuillez coopérer. » Sophie m'a lancé un dernier regard plein de haine, puis a levé le menton et a suivi les 2 agents hors de la pièce. Ses talons claquaient toujours fièrement sur le carrelage, comme si elle n'avait rien fait de mal, comme si elle était toujours la reine de ce monde. Mais Pierre a vu ses épaules trembler légèrement lorsqu'elle a franchi la porte, et il a su que sous la carapace arrogante, Sophie commençait à avoir peur. Avant que Sophie ne puisse sortir de la pièce avec les 2 agents, un petit gémissement s'est élevé du lit d'hôpital. Marie se réveillait d'un sommeil agité et interrompu, provoqué par un léger sédatif. Ses yeux se sont ouverts lentement, lourds de somnolence et de fatigue. Mais à l'instant où son regard a croisé la silhouette de la femme en robe rouge debout au milieu de la pièce, tout a changé. Les yeux de Marie se sont écarquillés d'horreur et tout son corps a commencé à trembler violemment, comme si un cauchemar était entré directement dans la réalité. Elle s'est recroquevillée sur elle-même sur le lit malgré la douleur dans son dos blessé, essayant de se cacher le plus loin possible de Sophie jusqu'à ce que son corps soit pressé contre la barrière latérale. Le moniteur cardiaque a commencé à biper plus vite, reflétant la montée soudaine de son pouls due à la pure peur. Sophie a vu sa fille éveillée, et pendant un moment, peut-être qu'un instinct maternel l'a fait s'approcher du lit. Ou peut-être était-ce simplement une autre performance devant la police, une tentative de prouver qu'elle était toujours une mère aimante. « Marie, ma chérie, c'est maman. » Sophie a tendu sa main sur le point de toucher sa fille. Mais avant que cette main aux ongles rouges, parfaitement vernis, ne puisse atteindre Marie, la petite fille a poussé un cri si primaire qu'il a résonné dans la pièce. « Non, ne me touche pas! Va-t'en! Je ne veux pas te voir! » a crié Marie, sa voix tremblante de désespoir. Elle s'est tournée vers Pierre, debout à côté du lit, ses petites mains agrippant le bras de l'infirmier, comme si c'était le seul fil de vie dans un océan déchaîné. « Infirmier Pierre, ne laisse pas maman s'approcher de moi! J'ai peur! J'ai tellement peur! » Pierre s'est immédiatement penché et a doucement pris Marie dans ses bras, une main caressant les cheveux de l'enfant pour l'apaiser. « Je suis là, Marie, où que tout va bien. Personne ne peut plus te faire de mal. Je te le promets, » a-t-il dit doucement,
mais avec suffisamment de fermeté pour que la petite fille se sente en sécurité. Sophie a gelé au milieu de la pièce, ses mains toujours levées en l'air, son visage pâlissant sous le rejet. Pour un bref instant, l'arrogance sur son visage a disparu, remplacée par quelque chose de difficile à lire. Peut-être de la douleur, peut-être de la colère, peut-être simplement de l'humiliation d'être hurlé dessus par sa propre fille devant des étrangers. La détective Moreau a tout observé avec des yeux perçants, son carnet notant déjà chaque détail. La réaction d'un enfant face à la personne accusée de lui avoir fait du mal est l'une des preuves les plus importantes dans les affaires impliquant des enfants. Et la réaction de Marie en ce moment, la terreur absolue qui ne pouvait être feinte, le cri de refus hanté, la façon dont elle cherchait protection auprès de quelqu'un de presque étranger au lieu de sa propre mère, tout cela parlait plus fort que n'importe quelle déclaration. Je me suis approché du lit, posant ma main sur l'épaule de ma fille, ma voix basse, chaude et pleine d'amour. « Marie, je suis là. Personne ne te fera de mal. Maman part tout de suite. » J'ai levé la tête et j'ai regardé Sophie, mes yeux froids comme la glace. « Tu devrais partir. Tu lui fais peur. » Sophie a baissé sa main, ses yeux flamboyants en me regardant, puis Pierre, puis sa fille tremblante dans les bras de l'infirmier, ses lèvres pressées en une ligne fine, des mots cruels remontant à la surface, seulement pour être ravalés sous le regard des agents. « Très bien, » a finalement dit Sophie, sa voix froide et rigide. « Je pars, mais ce n'est pas fini, Julien. Tu regretteras de m'avoir fait ton ennemi. » Elle s'est retournée et est sortie de la pièce à grandes enjambées décisives, ses talons claquant sur le carrelage de l'hôpital, résonnant dans le couloir silencieux. Elle n'a pas regardé en arrière, n'a pas offert un seul mot d'inquiétude pour sa fille, pas un seul regard d'inquiétude ou de remords. Elle est partie comme si l'enfant sur ce lit n'était pas sa propre chair et son propre sang, comme si le cri terrifié de Marie n'avait jamais touché son cœur. L'agent Martin a regardé la silhouette de Sophie disparaître dans le couloir, puis s'est tourné vers sa partenaire et a fait un petit signe de tête. Il avait vu de nombreux cas de maltraitance infantile dans sa carrière, mais la froideur de cette mère lui donnait toujours la nausée. Dans la chambre d'hôpital, Marie sanglotait toujours dans les bras de Pierre, mais les pleurs ont commencé à se calmer lorsqu'elle a réalisé que sa mère était partie. Pierre a continué à caresser ses cheveux, murmurant de douces paroles de réconfort, et je me tenais prêt, une main posée sur l'épaule de ma fille, mes yeux mêlant douleur et soulagement. Douleur que mon enfant ait été forcé de vivre avec cette peur, et soulagement qu'enfin la vérité ait été révélée. Il était tard, et l'hôpital était plongé dans cette immobilité particulière qui s'installe après minuit. Les lumières du couloir étaient réduites au minimum, et il ne restait que le rythme régulier des machines médicales et les pas occasionnels des infirmiers faisant leur ronde. Dans la chambre de Marie, l'air semblait plus chaud et beaucoup plus paisible qu'il ne l'avait été pendant le chaos des heures précédentes. On lui avait administré des antibiotiques et des analgésiques. L'infection était sous contrôle. Pourtant, elle ne dormait toujours pas. Chaque fois que ses yeux se fermaient, Marie se réveillait en sursaut, son regard paniqué balayant la pièce, comme si elle craignait que la robe rouge ne réapparaisse. Pierre était assis sur la chaise près du lit, tenant un livre de contes de fées qu'il avait trouvé sur l'étagère de la salle d'attente pédiatrique. Il lisait d'une voix douce et basse, racontant des histoires de princesses courageuses, de chevaux volants et de royaumes où chaque enfant était aimé. Marie était allongée sur le côté, une main agrippée à l'ourlet de l'uniforme de Pierre, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse, ses paupières devenant plus lourdes à chaque phrase. Je me suis assis dans le coin plus sombre de la pièce, le dos contre le canapé familial, observant en silence. J'avais vu beaucoup de choses dans ma vie, j'avais rencontré toutes sortes de personnes, des plus impitoyables aux plus loyales. Pourtant, il y avait quelque chose chez ce jeune infirmier qui retenait mon attention. Sa douceur n'était pas le genre de chose faite pour les apparences. C'était quelque chose de genuin,
quelque chose qui semblait s'élever du plus profond de lui, comme s'il se souciait vraiment de Marie, une enfant qu'il avait rencontrée il y a seulement quelques heures. Quand Marie s'est finalement endormie, sa respiration régulière et son visage ne se contractant plus, Pierre a délicatement retiré la main de l'enfant de son uniforme et a bordé la couverture autour d'elle. Il s'est levé, avec l'intention de quitter la pièce et de reprendre son service, mais j'ai fait signe de l'arrêter. Je suis sorti dans le couloir et Pierre a suivi. Monsieur Dubois, j'aimerais vous parler un instant, ai-je dit, ma voix basse et sérieuse. Pierre a hoché la tête, ses yeux bleu pâle m'observant avec une prudence silencieuse. Il savait qui j'étais. Il connaissait ma réputation dans la pègre parisienne. Mais ce qu'il avait vu ce soir-là lui montrait aussi un père qui aimait son enfant de tout son être. J'ai fait des recherches sur vous, et j'ai dit sans détour, mon habitude de ne pas cacher mes méthodes. Pierre s'est figé, son cœur semblant s'arrêter un battement, ses mains se sont serrées sans qu'il y pense alors qu'il luttait pour garder son visage calme. « Vous avez enquêté sur moi ?» a-t-il demandé, sa voix incertaine. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas trop. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver à Marie et à moi d'une certaine manière. D'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si les conséquences ne seront pas plus lourdes encore. C'est compliqué. La justice suit son cours, mais le cœur, lui, est bien plus lent à guérir. Marie va mieux physiquement, mais les cicatrices invisibles restent. Et notre famille, est-elle seulement une famille maintenant? Je crois qu'on fait de notre mieux jour après jour. Est-ce que ce sera suffisant? Je n'en ai aucune idée, mais je sais une chose. Marie ne sera plus jamais seule. Ça, je peux le lui promettre. C'est tout ce que je peux faire. Vous n'avez pas à vous inquiéter, je ne voulais pas vous faire de mal. Ai-je lancé, maintenant que nous étions dans le couloir, hors de portée d'oreille de Marie. Mon regard cherchait une trace de menace, mais il n'y en avait aucune. Étrangement, juste une lueur de compréhension. Je sais que vous avez grandi dans un orphelinat près de Lyon. Je sais que vous aviez un frère plus jeune qui est décédé d'un cancer et que vous portez encore le poids de ses dettes médicales. Je sais aussi que vous avez changé de nom et déménagé à Paris il y a quelques années. Pierre, il me fixait, pâle. On aurait dit que tout son passé, celui qu'il avait essayé d'enterrer si profondément, venait d'être déterré couche par couche. Ses yeux, on aurait dit un cerf pris dans les phares. Je crois qu'il voulait s'enfuir, ses pieds ancrés au sol. Je ne vous demande pas pourquoi vous avez dû changer de nom et fuir. Ai-je poursuivi, ma voix s'adoucissant à peine. Chacun a un passé qu'il veut laisser derrière lui. Je voulais seulement savoir quel genre de personne vous étiez, et ce que j'ai trouvé me montre que vous êtes une bonne personne. Quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui a quand même gardé un cœur bienveillant. Pierre n'a rien dit. Il est resté là, les yeux lui piquaient, luttant pour ne pas laisser les larmes monter. « J'ai une proposition à vous faire, » ai-je repris. « Je veux que vous soyez l'infirmier privé de Marie. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle, pas seulement médicalement, mais émotionnellement. Ce soir, j'ai vu la façon dont vous l'avez traitée, la façon dont vous l'avez fait se sentir en sécurité en seulement quelques heures. C'est quelque chose que sa propre mère n'a pas réussi à lui donner en 7 ans. Je faisais juste mon travail, a réussi à articuler Pierre, ses mots trébuchants. Non, vous avez fait plus que ça, je le savais. Je pouvais le sentir. Vous lui avez donné ce qui lui manquait. Une vraie chaleur. Je vous paierai 5 fois ce que vous gagnez ici. Vous aurez une chambre privée au domaine, une sécurité garantie et tout ce dont vous aurez besoin personnellement. Je n'ai besoin que de vous pour rester près de Marie et l'aider à traverser ça. Pierre a plongé dans le silence, son esprit tourbillonnant face à cette offre soudaine. Une partie de lui, j'en étais sûr, voulait refuser immédiatement. Travailler pour un type comme moi, un boss de la pègre, comme on disait, risquait de le plonger dans des ennuis qu'il ne pouvait même pas imaginer. Mais il se souvenait des yeux terrifiés de Marie en voyant sa mère.
Il se souvenait de la façon dont l'enfant s'était accroché à son bras, comme si Pierre était la seule personne capable de la protéger. « Vous n'avez pas à répondre tout de suite, » ai-je dit, voyant son hésitation. « Réfléchissez-y. » Pierre s'est retourné et a jeté un coup d'œil à travers la vitre de la porte de la chambre. Marie dormait, son petit visage enfin paisible après tant de douleur et de peur. Elle paraissait incroyablement petite et fragile dans ce lit d'hôpital blanc et austère. Et à cet instant, je crois qu'il a dû se revoir des années auparavant, un enfant blessé qui aspirait à être en sécurité. « J'accepte », a-t-il dit en se retournant vers moi, sa voix calme mais ferme. « Je serai l'infirmier privé de Marie. » Pour être honnête, je ne m'attendais pas à une réponse aussi rapide. J'avais l'impression d'avoir eu un aperçu rare de sa force derrière sa fragilité apparente. 2 jours plus tard, Marie a quitté l'hôpital. L'infection était totalement sous contrôle grâce aux antibiotiques et l'hématome sur son dos était toujours là, mais beaucoup moins gonflé et bien moins douloureux. Le docteur Henri Dubois a donné des instructions détaillées pour les soins à domicile, les changements de pansement quotidiens et une surveillance attentive des signes de retour de l'infection. Il m'a même laissé son numéro de téléphone direct, insistant pour que je l'appelle au moindre problème. Pierre avait démissionné de l'hôpital plus vite que prévu. Il a remis sa démission et elle a été acceptée le jour même. En partie parce qu'il n'était qu'un contractuel de nuit, et peut-être aussi parce que personne ne voulait compliquer la vie de quelqu'un qui allait travailler pour moi. L'après-midi même, il était devant la porte de son petit appartement loué. Je l'ai su par Benoît. Il n'y avait pas grand-chose à emporter. Tout ce qu'il possédait tenait dans une petite valise à roulettes et un sac à bandoulière. Quelques vêtements, une poignée de livres, l'unique photographie de lui et son frère Thomas ensemble, et une petite boîte contenant des bijoux bon marché que son frère lui avait donnés avant de mourir. C'était tout ce que Pierre Dubois possédait après 27 ans de vie. Quelle étrange destinée, hein? La Mercedes noire l'attendait déjà en bas. Benoît, mon bras droit, que Pierre avait brièvement vu à l'hôpital, est sorti, lui a ouvert la porte arrière et a pris sa valise pour la charger dans la voiture. Il n'a pas dit grand-chose, juste un hochement de tête poli, mais ses yeux avaient ce regard de l'évaluateur, comme s'il jugeait si on pouvait lui faire confiance. Pierre ne le blâmait pas. Dans notre monde, la prudence était essentielle pour survivre. La voiture a glissé en douceur dans les rues de Paris, laissant derrière elle la zone bruyante et grise où Pierre vivait, et se dirigeant vers le nord, vers les quartiers où d'élégantes demeures se cachaient derrière d'épais arbres verts. Quand la voiture s'est arrêtée devant les portes du domaine, Pierre, je crois, a dû faire un effort pour ne pas écarquiller les yeux de surprise. C'était une demeure de style classique avec une façade en pierre blanche, de hautes colonnes, de grandes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi et un vaste jardin rempli de parterres de fleurs parfaitement taillées. Je savais que j'étais riche, bien sûr, mais voir l'effet que ça faisait sur quelqu'un qui n'était pas de ce monde, ça, c'était autre chose. Marie a couru vers Pierre dès qu'il est sorti de la voiture, son visage plus lumineux qu'il ne l'avait été depuis des jours. « Infirmier Pierre, vous êtes là! Je vous ai attendu toute la journée! » La petite fille lui a jeté ses bras autour du cou, faisant attention à ne pas heurter sa blessure au dos. Pierre a souri et s'est penché pour la serrer doucement. « Toi aussi, tu m'as manqué, Marie. Tu te sens mieux? » « Tellement mieux. » Papa a dit « Vous allez rester ici avec moi tout le temps, n'est-ce pas? Vous me lirez une histoire tous les soirs, n'est-ce pas? » Pierre a hoché la tête, une chaleur l'envahissant en voyant l'excitation dans les yeux de l'enfant. « Bien sûr, je te lirai toutes les histoires que tu voudras. » Je suis sorti par la porte d'entrée et j'ai fait un signe de tête à Pierre en guise de salutation, mon expression aussi froide que d'habitude. Mais je l'avoue, j'ai senti mes yeux s'adoucir en regardant ma fille rire à ses côtés. « Je vais vous montrer votre chambre, » ai-je dit en lui faisant signe de me suivre. La chambre attribuée à Pierre était au premier étage, juste à côté de celle de Marie. Quand la porte s'est ouverte,
Je l'ai vu marquer une pause sur le seuil pendant quelques secondes. La pièce était 3 fois plus grande que son ancien appartement, avec un lit double couvert de drap blanc impeccable, une énorme armoire en chêne, une coiffeuse avec un grand miroir et un coin lecture confortable près de la fenêtre donnant sur le jardin. La salle de bain privée était en marbre, avec une grande baignoire et une douche moderne. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le au personnel de maison ou à moi directement, ai-je précisé, mon ton toujours sérieux, mais moins froid que ce qu'il avait dû attendre. Marie vous apprécie. J'espère que vous vous sentirez à l'aise ici. Les jours qui ont suivi ont passé vite, et Pierre s'est lentement adapté à sa nouvelle vie au sein du domaine. Il passait la plupart de son temps avec Marie, prenant soin de la blessure de l'enfant, lui lisant des histoires, jouant avec elle et écoutant le bavardage innocent d'une petite de 7 ans. Marie a vite récupéré, pas seulement physiquement, mais émotionnellement aussi. Elle riait davantage, dormait mieux et ne se réveillait plus en sursaut de cauchemar. Pendant ces jours, Pierre a commencé à voir une autre facette de moi. Le chef de la pègre, craint de tout Paris, était aussi le père qui s'asseyait avec sa fille tous les soirs pour regarder des dessins animés. L'homme qui demandait à Pierre s'il avait besoin de quoi que ce soit chaque fois qu'il le croisait dans le couloir. Celui qui lui drapait discrètement un manteau sur les épaules quand il le voyait lire sur le balcon, alors que l'air devenait froid. Il n'était pas le monstre que les rumeurs décrivaient. Il était simplement un homme qui avait bâti un mur de glace autour de lui pour se protéger et pour protéger ceux qu'il aimait. Près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis que Pierre avait emménagé dans le domaine. Mais le cauchemar ne le lâchait toujours pas. Cette nuit-là, il s'est de nouveau réveillé en sursaut à 2 heures du matin, en sueur froide, le cœur battant la chamade. Dans son rêve, il avait revu le visage de Théo, ses poings, le sang coulant de son poignet sur le sol gelé. Pierre est resté allongé dans l'obscurité, fixant le plafond, se forçant à réguler sa respiration. Il savait qu'il ne pourrait pas se rendormir, du moins pas avant quelques heures. Il s'est levé, a glissé un fin gilet sur ses épaules et a quitté discrètement sa chambre, ses pas aussi légers que possible pour ne pas réveiller Marie endormie dans la pièce d'à côté. La demeure était silencieuse dans la nuit, seule la lumière de la lune s'infiltrait par les hautes fenêtres, projetant des traînées pâles sur les parquets polis. Pierre est descendu vers la cuisine, espérant qu'une tasse de lait chaud pourrait le calmer. Mais quand il est entré dans la cuisine et a allumé la lumière, il s'est figé en me voyant assis au comptoir, un verre de whisky à moitié vide devant moi et un ordinateur portable ouvert à côté. Je portais une chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude, mes cheveux sombres légèrement en bataille, comme si j'y avais passé la main encore et encore toute la nuit. J'ai levé les yeux quand je l'ai vu, une lueur de surprise traversant mes yeux gris avant qu'ils ne retrouvent leur calme. « Vous n'arrivez pas à dormir non plus ?» ai-je demandé, ma voix basse et légèrement rauque. Pierre a secoué la tête et s'est dirigé vers le réfrigérateur pour prendre du lait. « J'ai souvent du mal à dormir. Et vous? » « Mon travail ne me permet pas de dormir tôt. » ai-je répondu, mes yeux restant fixés sur lui tandis qu'il versait du lait dans une tasse et la plaçait au micro-ondes. Pierre a attendu, le dos appuyé contre le comptoir, se sentant un peu mal à l'aise d'être seul avec moi dans la vaste cuisine à minuit. La douce lumière dorée créait une intimité qui n'avait rien à voir avec le jour. Alors qu'il tendait la main pour sortir la tasse du micro-ondes, la manche de son gilet a glissé, exposant son poignet gauche et la longue cicatrice qu'il essayait toujours de cacher. Il a retiré sa manche, mais c'était trop tard. J'avais vu. Cette cicatrice, ai-je dit, mon ton ne contenant ni curiosité ni jugement, seulement une légère inquiétude. Qui vous a fait ça? Pierre est resté immobile, la tasse chaude dans les mains, la chaleur de la tasse contrastant fortement avec le froid qui se répandait dans sa poitrine. Il aurait pu mentir, aurait pu dire que ce n'était qu'un accident. Mais quelque chose dans mes yeux, je crois, lui a donné envie de ne plus se cacher. « Mon ex-mari », a-t-il répondu,
sa voix si petite qu'elle était presque un murmure. Il m'a coupé le bras avec une bouteille cassée une nuit où il était ivre. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste regardé avec une expression que je ne pouvais pas lire. Étrangement, ce silence n'a pas mis Pierre mal à l'aise. Au lieu de cela, cela ressemblait à une invitation à continuer, comme si j'écoutais vraiment plutôt que d'attendre simplement mon tour de parler. Pierre s'est assis sur la chaise en face de moi, les deux mains serrées autour de la tasse chaude comme s'il pouvait en tirer du réconfort. Et puis il a commencé à parler, sans savoir pourquoi, sentant seulement qu'il en avait besoin. J'ai grandi dans un orphelinat. Pas de parents, pas de famille, personne. La seule personne que j'avais, c'était Thomas, mon petit frère. Sa voix s'est étranglée en prononçant le nom. Ce n'était pas mon vrai frère. On s'est rencontrés au foyer et on est devenus la seule famille l'un pour l'autre. Thomas était la seule personne au monde qui m'ait jamais aimé sans condition. Pierre a fait une pause, prenant une profonde inspiration pour retenir l'émotion qui montait dans sa gorge. Il a eu la leucémie quand il avait seulement 22 ans. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour le soigner. J'ai emprunté de l'argent partout, travaillé jusqu'à m'écrouler. Mais à la fin, il est quand même en me laissant seul avec une énorme dette médicale et le cœur en miettes. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues et il n'a pas pu les arrêter. La nuit où Thomas est mort fut aussi la nuit où Théo a failli me tuer. J'ai tout perdu en une nuit. Je suis resté silencieux, mais je lui ai poussé la boîte de mouchoirs sur le comptoir. Un petit geste, étonnamment prévenant, même pour moi. Pierre a pris un mouchoir et a essuyé ses larmes, se sentant embarrassé de pleurer devant moi, son employeur. « Je suis désolé, je ne devrais pas. » a-t-il commencé. « Ne vous excusez pas, ai-je coupé, ma voix toujours basse, mais plus douce que je ne l'avais jamais eue. Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez. Vous avez le droit d'avoir mal. » J'ai fait une pause, puis j'ai parlé à nouveau, de façon inattendue. J'ai épousé Sophie parce que je pensais qu'elle m'aimait, mais je me suis trompé. Pierre a levé la tête, me regardant avec surprise. J'ai fixé le verre de whisky dans ma main, mon regard lointain, comme si je regardais dans le passé. Sophie n'aimait que l'argent et le statut. Elle aimait le nom d'Uma. Elle aimait le luxe que je lui donnais, mais elle ne m'a jamais vraiment aimé. Et pire que ça, elle n'a jamais aimé Marie. Ma voix est devenue amère. Marie n'était qu'un outil pour elle, un moyen de me garder près, un moyen de s'assurer qu'elle obtiendrait une pension alimentaire si nous divorcions. Elle ne passait jamais de temps avec l'enfant, ne la prenait jamais dans ses bras, ne lui disait jamais qu'elle l'aimait, et j'étais trop aveugle pour le voir avant qu'il ne soit trop tard. Nous sommes restés silencieux, chacun portant ses propres blessures, sa propre douleur que nous avions essayé d'enterrer depuis bien trop longtemps. Mais dans la cuisine tranquille à 2 heures du matin, sous la douce lumière dorée, pour la première fois, nous avons laissé quelqu'un d'autre voir la partie la plus fragile de nous. Pendant que Pierre et moi commencions lentement à nous ouvrir l'un à l'autre au sein du domaine d'Uma, de l'autre côté de la ville, dans un luxueux penthouse, Sophie nourrissait un plan sombre. Changement de perspective. Vue de Théo, Tristan Cole. Théo Cole avait reçu un appel étrange. Une femme de Chicago, se présentant comme Sophie Dumas, lui avait donné l'adresse de Pierre, son ex-femme. Sienna, comme il l'appelait toujours. Pendant 2 ans, il avait cherché, traqué, sans succès, et cette femme, qui avait l'air d'une bourgeoise déclassée, venait de lui offrir Pierre sur un plateau. Il se méfiait, bien sûr. Les gens ne donnent rien gratuitement. Mais l'idée de retrouver Sienna, cela avait ravivé une flamme noire en lui. Il avait gardé son numéro, ce numéro de Boston, au cas où elle essaierait de le contacter. Elle ne l'avait jamais fait. Jamais. Le téléphone sonnait, 3 fois. Une voix grave et légèrement rocailleuse répondit. « Qui est-ce? » « Théo Cole, n'est-ce pas que je suis Sophie Dumas, je vous appelle de Paris. » Un bref silence, la voix de Théo a changé, de la curiosité teintée de prudence. « Je ne connais personne du nom de Dumas. » « Qu'est-ce que vous voulez? » « Je veux parler
de votre femme, Sienna Cole. Sophie avait insisté sur le nom de jeune fille et Théo avait compris. Ou peut-être qu'elle s'appelle maintenant Pierre Dubois. Le silence qui a suivi a été plus long que le premier. Théo avait presque l'impression d'entendre ses dents grincer à travers le téléphone. Vous savez où se trouve Sienna? Sa voix l'avait complètement changé, de prudente à agressive, de distante à affamée. C'est ma femme. Elle est partie sans dire un mot. Je la cherche depuis 2 ans. Théo pouvait presque entendre Sophie sourire, cruelle et satisfaite. Je sais exactement où elle est. Elle vit chez mon ex-mari, elle s'occupe de ma fille, et on dirait qu'elle essaye de le séduire. Elle a laissé échapper un rire fin et moqueur. Nous avons un ennemi commun, Théo. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Qu'est-ce que vous voulez? A demandé Théo sans détour. Je veux que Pierre disparaisse de la vie de Julien Dumas. Et vous? Je suppose que vous voulez récupérer votre femme. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons tous les deux obtenir ce que nous voulons. Un rire sourd a résonné à l'autre bout du fil, froid et effrayant. Donnez-moi l'adresse. Je prends l'avion pour Paris demain. Théo avait raccroché, un sourire amer aux lèvres. Sienna pensait pouvoir s'en tirer? Pensait-elle qu'elle pouvait simplement disparaître et recommencer une nouvelle vie avec un autre homme, le type richissime dont Sophie avait parlé? Elle allait apprendre que personne ne quitte Théo Cole sans en payer le prix. Retour à la perspective de Julien et Pierre. 3 jours après l'appel entre Sophie et Théo, la vie au sein du domaine Dumas continuait sa paix tranquille. Pierre n'avait aucune idée qu'une tempête se préparait. Chaque soir, il s'asseyait toujours près du lit de Marie, lui lisant des contes de fées avant de dormir. Cette nuit-là, il lisait la partie où la princesse est sauvée par le prince d'une tour sombre. Sa voix douce et chaleureuse dans une pièce éclairée seulement par la douce lueur jaune d'une veilleuse. Marie était recroquevillée sous la couverture, les yeux déjà lourds, mais essayant quand même de rester éveillée assez longtemps pour entendre la fin de l'histoire. À ce moment-là, le téléphone de Pierre a vibré sur la table de chevet. Il avait l'intention de l'ignorer, mais la curiosité l'a poussé à regarder l'écran. Un message d'un numéro inconnu. Il l'a ouvert et il a eu l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. « Je t'ai trouvé, Sienna. Ton mari vient te ramener à la maison. Tu ne peux pas fuir éternellement. » Le téléphone a failli glisser de la main de Pierre. C'était comme si quelqu'un avait vidé un seau d'eau glacée sur sa tête, le froid le transperçant du cuir chevelu aux orteils. Son cœur s'est emballé, sa respiration devenant rapide et saccadée. Théo, il l'avait retrouvé. Après 2 ans de fuite, de changement de nom, de vie comme une ombre pour rester loin de lui, il avait quand même réussi à la retrouver. « Infirmier Pierre, ça va? Pourquoi avez-vous arrêté? » La voix inquiète de Marie a ramené Pierre à la réalité de la chambre. Il a fourré le téléphone dans sa poche, forçant un sourire tremblant. « Ce n'est rien, ma puce, je suis juste un peu fatigué. Laisse-moi continuer à lire, d'accord? » Mais sa voix avait perdu sa chaleur, tremblante, se brisant en morceaux inégaux. Il a essayé de lire quelques lignes de plus, mais il ne pouvait pas se concentrer. Les mots dansaient devant lui, leur sens lui échappant. Heureusement, Marie était trop endormie pour remarquer que quelque chose n'allait pas. Quelques minutes plus tard, la respiration de l'enfant est devenue lente et profonde. Pierre a délicatement posé le livre et bordé la couverture autour de Marie et s'est glissé hors de la pièce. Il est retourné dans sa chambre et fermé la porte et s'est appuyé le dos contre celle-ci, tout son corps tremblant d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Les horreurs sont revenues comme un déluge. Les poings de Théo, ses grognements ivres, le sang coulant de son poignet sur le sol, le bruit des os qui se brisaient, les nuits recroquevillées dans un coin, priant pour qu'il ne rentre pas à la maison. 3 ans d'enfer. Il pensait s'être échappé. Maintenant, il revenait pour le réclamer. Pierre a essuyé ses larmes, forçant son esprit à penser clairement. Il ne pouvait pas rester ici. Si Théo se présentait au domaine Dumas,
Il entraînerait Julien et Marie dans des ennuis. Théo était dérangé et dangereux. Et quand il était en colère, il pouvait tout faire. Il ne pouvait pas laisser les personnes qui l'avaient traité avec gentillesse souffrir à cause de lui. Il devait partir. Cette nuit-là, Pierre a tiré sa petite valise de sous le lit et a commencé à y fourrer des vêtements et des effets personnels dans une précipitation frénétique. Les larmes continuaient de couler, mais il ne s'est pas arrêté. Il a juste continué à faire sa valise avec des mains tremblantes. Où irait-il? Il ne savait pas. Peut-être devrait-il changer de nom à nouveau, trouver une autre ville, tout recommencer à zéro. Il l'avait fait une fois. Il pouvait le faire à nouveau. Mais la pensée de quitter Marie le déchirait. L'enfant avait commencé à lui faire confiance, avait commencé à rire davantage, à mieux dormir, et Pierre avait commencé à l'aimer aussi, comme si Marie était sa propre petite sœur. Pierre s'est effondré sur le sol, enfouissant son visage dans ses mains, tandis qu'il sanglotait. Il était épuisé de courir, épuisé de vivre dans la peur, épuisé de n'avoir jamais été autorisé à appartenir nulle part. Le léger grincement d'une porte qui s'ouvrait a fait lever la tête à Pierre. Marie se tenait sur le pas de la porte dans un pyjama de lapin, les yeux encore somnolents, mais remplis d'inquiétude en voyant Pierre pleurer et la valise ouverte sur le sol. « Infirmier Pierre, vous pleurez. Où allez-vous? » La voix de Marie tremblait. Ses yeux commençaient à s'emplir de larmes. Pierre ne savait pas quoi dire. Il est juste resté là, les larmes coulant toujours, fixant la petite fille sans qu'un seul mot ne sorte. Marie a couru, s'est agenouillée à côté de Pierre et l'a serré fort dans ses bras, ses petites mains agrippées à la taille de Pierre, comme si elle avait peur qu'il ne disparaisse. « Ne partez pas, infirmier Pierre. »« S'il vous plaît, ne partez pas, » a pleuré Marie, sa voix rauque et brisée. « J'ai peur, j'ai tellement peur. J'ai promis que vous resteriez avec moi. Ne me quittez pas comme maman l'a fait. » Le cœur de Pierre s'est brisé à ces mots. Il a serré Marie contre lui, leurs larmes se mêlant dans le silence de la nuit. Il ne savait pas quoi faire, ne savait pas s'il devait partir ou rester, ne savait pas comment protéger la petite fille sans la mettre en danger. Il savait seulement qu'il pouvait la tenir et qu'il pouvait pleurer. Pierre a tenu Marie dans ses bras jusqu'à ce que la petite fille pleure à s'en éteindre et finisse par s'endormir. Il l'a ramenée au lit aussi délicatement que possible, a soigneusement bordé la couverture et est resté à ses côtés jusqu'à ce qu'il soit sûr que Marie dormait profondément. Puis il est retourné dans sa chambre et a regardé la valise toujours ouverte sur le sol, les vêtements éparpillés à l'intérieur en un tas désordonné. Il savait qu'il ne pouvait pas rester, mais il ne pouvait pas non plus partir tout de suite. Pas après que Marie ait sangloté à vif de peur d'être abandonnée. Il attendrait le matin. Quand Marie se réveillerait, il expliquerait, et seulement alors il partirait. Mais ce plan ne s'est jamais concrétisé. Vers 3 heures du matin, alors que toute la demeure était silencieuse, Pierre a transporté sa valise, maintenant soigneusement rangée, en bas. Il avait l'intention de partir dans l'obscurité, de laisser une lettre pour Julien et Marie, expliquant tout et s'excusant d'avoir dû partir si soudainement. Il savait que c'était lâche, mais il n'avait pas le courage d'affronter de nouveau les yeux blessés de Marie. Ses pieds avaient à peine atteint le grand hall d'entrée, ses mains se tendant vers la porte, quand une voix grave a retenti derrière lui, et il s'est figé comme cloué au sol. « Où croyez-vous aller à 3 heures du matin avec une valise, Pierre? » Pierre s'est retourné lentement, son cœur battant follement dans sa poitrine. Je me tenais appuyé contre l'encadrement de la porte de mon bureau, les bras croisés, les yeux gris fixés sur lui avec un regard aiguisé qui ne laissait rien échapper. Je portais toujours les mêmes vêtements que plus tôt dans la journée, n'ayant visiblement pas dormi du tout. Je dois y aller, a balbutié Pierre, ses yeux baissant vers le sol, incapable de croiser les miens. C'est urgent. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir dit. Qu'est-ce qui est si urgent pour que vous vous glissiez dehors comme un voleur dans la nuit?
J'ai avancé, chaque pas résonnant dans le hall vide. Et pourquoi Marie a-t-elle pleuré pendant 1 heure dans votre chambre cette nuit? Les caméras de sécurité ont tout enregistré, Pierre. N'essayez pas de me mentir. Pierre a mordu sa lèvre, se sentant piégé. Il savait que je n'étais pas un homme que l'on pouvait duper, et il n'avait plus la force de faire semblant. Je ne peux pas rester ici, a-t-il dit, sa voix tremblante. Quelqu'un me cherche, et si je reste, je vous entraînerai, vous et Marie, dans des ennuis. Je ne veux pas ça. Qui vous cherche? Ai-je demandé, ma voix toujours calme, mais avec un redoutable tranchant d'acier sous chaque mot. Pierre est resté silencieux. Il ne voulait pas m'attirer dans le chaos de sa vie. J'avais déjà assez de problèmes avec Sophie. Je n'avais pas besoin de Théo en plus. Pierre, je me suis tenu juste devant lui. J'ai levé une main vers son menton, doux mais inflexible, relevant son visage pour qu'il n'ait d'autre choix que de me regarder dans les yeux. Je vous le demande encore une fois, qui vous cherche? Et peut-être était-ce parce que la nuit était trop avancée. Peut-être parce qu'il était épuisé de tout porter seul. Peut-être parce que mon regard, aussi strict soit-il, portait une sincère inquiétude qu'il n'avait jamais vraiment reçue de personne. Pierre a craqué complètement. Les larmes ont coulé sans contrôle. Et les mots qu'il avait enfouis si longtemps se sont déversés comme un barrage qui aurait enfin cédé. Mon ex-mari, Théo Cole, a-t-il étouffé. Il a découvert où je suis. Il a envoyé un message disant qu'il venait me ramener à la maison. Vous ne comprenez pas. Il est dérangé et dangereux. Il m'a battu pendant 3 ans. Chaque nuit où il était ivre était une nuit où je devais me cacher dans un coin et prier de survivre. Il m'a cassé les côtes 2 fois, m'a cassé le bras 1 fois et la dernière fois. Ses doigts se sont dirigés vers la cicatrice sur son poignet, sa voix tombant dans un murmure. La dernière fois, il a failli me tuer. Il m'a coupé le poignet avec une bouteille et m'a laissé saigner sur le sol. Si les voisins n'avaient pas appelé la police à temps, je serais mort. Pierre sanglotait, tout son corps tremblant sous le poids de ses souvenirs. Après cette nuit, je me suis enfui. J'ai changé de nom, effacé toutes les traces, déménagé à Paris pour tout recommencer. Je pensais être en sécurité, mais il m'a quand même retrouvé. Je dois partir, Julien. Si je reste, il viendra ici. Et je ne veux pas que vous ou Marie soyez entraînés dans ça à cause de moi. J'ai écouté en silence, mon visage ne révélant rien, mais mes yeux gris s'assombrissaient comme un ciel qui s'épaissit avant la tempête. Quand Pierre a eu fini, je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai seulement levé ma main et essuyé les larmes de sa joue avec mon pouce. Un geste étonnamment doux pour un homme aussi froid que moi. Puis j'ai pris sa main, la serrant fort sans lui faire de mal. Ma voix s'est abaissée, froide comme la glace, mais portant une certitude absolue. Pierre, écoutez-moi attentivement. À partir du moment où vous êtes entré dans cette maison, vous êtes sous ma protection. Personne, et je dis bien personne, n'a le droit de toucher à ce qui m'appartient. Votre ex-mari veut venir ici? Laissez-le faire. Il apprendra qu'il y a des personnes qu'on ne touche pas. Pierre me regardait à travers ses larmes, incapable de croire ce qu'il entendait. Mais Théo est très dangereux. Qui croyez-vous que je suis? J'ai souri, un sourire froid et terrifiant qui ferait frissonner n'importe qui dans la pègre parisienne. Je suis Julien Dumas, et personne ne menace mes proches et s'en sort indemne. 2 jours après la nuit où Pierre avait tenté de fuir, Théo Cole s'est présenté aux portes du domaine Dumas, exactement comme il l'avait menacé. Il est arrivé l'après-midi, au volant d'une voiture de location noire, s'arrêtant directement devant le grand portail en fer, avec le genre d'arrogance qui suggérait qu'il possédait l'endroit. Théo était un homme de 32 ans, avec une carrure large et puissante et des épaules larges, des cheveux bruns soigneusement coupés et des yeux bleus froids qui cachaient une cruauté silencieuse sous une façade polie et gentleman. En surface, il ressemblait à un homme d'affaires prospère, mais seuls ceux qui avaient vécu avec lui savaient que sous le vernis, il y avait un vrai monstre.
Il a frappé à la sonnette du portail encore et encore, sa voix stridente retentissant dans l'interphone. Ouvrez le portail. Je suis là pour récupérer ma femme, Sienna Cole. Je sais qu'elle est à l'intérieur. Benoît a reçu l'alerte de l'équipe de sécurité et m'a immédiatement fait son rapport. Quelques minutes plus tard, le portail en fer a commencé à s'ouvrir, non pas pour accueillir Théo, mais pour le placer face à face avec 5 hommes imposants en costume noir, leurs corps solides, leurs yeux plats et glacials. Benoît se tenait au centre, les bras croisés, regardant Théo avec un mépris non dissimulé. Ceci est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Théo a ri d'un rire moqueur, pas le moindre du monde ébranlé par le mur de garde. Il avait l'habitude d'intimider les gens, et il ne croyait pas que quiconque pouvait l'empêcher de récupérer ce qu'il considérait comme sien. Je suis ici pour récupérer ma femme, Sienna Cole. Elle se cache dans cette maison et j'exige de la voir tout de suite. Si vous ne la faites pas sortir, j'appellerai la police et vous dénoncerai pour séquestration. Benoît n'a pas bougé. Il n'a offert qu'un sourire froid. Il n'y a personne ici du nom de Sienna Cole et vous êtes en infraction. Je vous suggère de partir avant que ça ne se complique. Ne jouez pas avec moi, et grognait Théo, avançant avec une agressivité ouverte. Je sais qu'elle est ici. Quelqu'un m'a donné l'adresse exacte. Faites sortir ma femme maintenant. Et puis, de derrière la ligne d'hommes, une voix basse et glaciale a percé l'air et l'a rendue solide. Elle n'est plus votre femme depuis longtemps. Les gardes se sont écartés sans qu'on leur dise, faisant place à Julien Dumas. Je portais un costume 3 pièces noires parfaitement ajusté, mes cheveux foncés lisses et soignés, mes yeux gris fixés sur Théo, avec l'évaluation calme d'un prédateur mesurant sa proie. Il n'y avait aucune précipitation en moi, aucune colère évidente, seulement la redoutable assurance d'un homme qui tenait tout le pouvoir entre ses mains. Théo m'a examiné, remarquant le costume coûteux et l'autorité dans ma posture. Il a deviné que j'étais un homme riche, peut-être le propriétaire du domaine. Mais Théo s'en moquait. Il avait affronté beaucoup d'hommes avec de l'argent, et l'argent ne lui faisait pas peur. « Qui êtes-vous » a exigé Théo, toujours plein de lui-même. « Qu'avez-vous à voir avec ma femme ?»« Je suis celui qui la protège des hommes comme vous. » Ai-je répondu aussi légèrement que si je parlais du temps. « Et ce n'est pas votre femme, elle a divorcé. Il y a une ordonnance restrictive contre vous. Et elle vit sous ma protection maintenant. » Théo a ri bruyamment, méprisant et certain. Une ordonnance restrictive? Ce n'est qu'un morceau de papier sans valeur. Sienna est ma femme, elle m'appartient. Je vais vous poursuivre pour l'avoir cachée. Je la traînerai devant les tribunaux, la ramènerai à Lyon, et personne ne m'arrêtera. Qui croyez-vous être pour garder la femme d'un autre homme dans votre maison? J'ai légèrement incliné la tête, ma bouche se courbant en un sourire qui ferait froid dans le dos à n'importe qui dans la pègre parisienne. Vous demandez qui je suis. J'ai fait un pas en avant, et même si je n'ai fait aucun geste menaçant, Théo a quand même fait un pas en arrière inconsciemment, l'instinct de survie hurlant soudainement un avertissement. Je suis Julien Dumas. Au moment où ce nom a été prononcé, Théo a eu l'impression qu'un seau d'eau glacée avait été déversé sur sa tête. Dumas. Le nom a sonné dans son crâne comme une cloche mortuaire. Même à Lyon, les gens connaissaient en Julien Dumas, le patron de l'empire de la pègre parisienne, l'homme que les criminels et la haute société craignaient. Théo s'était fourré la main dans un nid de frelons. Je ne savais pas, a balbutié Théo, l'arrogance s'échappant de sa voix. Vous ne saviez pas. J'ai avancé à nouveau, les yeux gris fixés sur ceux de Théo avec une froideur dénuée de toute émotion. Maintenant vous savez, et je ne vous le dirai qu'une seule fois, Pierre est sous ma protection. Si vous vous montrez à nouveau près d'elle, près de cette maison, ou si vous l'appelez ne serait-ce qu'une fois, vous n'aurez pas la chance de partir sur vos 2 pieds la prochaine fois. Vous comprenez? Théo a dégluti, son visage devenant blanc comme de la craie, comme s'il venait de regarder la mort en face. Il voulait dire quelque chose, jeter une menace en retour, mais aucun mot ne lui venait.
Ses instincts lui disaient que l'homme en face de lui ne faisait pas de menace en l'air. Il faisait une promesse. Benoît, raccompagnez notre invité, ai-je ordonné, ma voix redevenant calme, comme si rien ne s'était passé. Et assurez-vous qu'il se souvienne du chemin de retour à Lyon. 2 gardes sont intervenus, chacun saisissant l'un des bras de Théo et l'entraînant sans la moindre douceur. Théo n'a pas osé se battre, il m'a seulement jeté un dernier regard, la peur mêlée de haine, avant d'être poussé dans la voiture et de disparaître au-delà des portes du domaine. C'est à se demander ce que l'argent, même celui de Sophie, a bien pu lui promettre en échange d'une telle humiliation. Vous croyez qu'il a pu se reconstruire après ça? Je l'espère, même s'il ne le mérite pas. 1 mois après la confrontation avec Théo, une audience d'urgence pour la garde de Marie s'est officiellement ouverte au tribunal de la famille de Paris, le jour que j'attendais depuis la nuit, où j'avais découvert la blessure sur le dos de ma fille. Le jour où la vérité serait mise à nu et la justice rendue. La salle d'audience était solennelle, avec des rangées de bancs en chêne poli, le drapeau français suspendu avec dignité derrière le banc du juge et une atmosphère si tendue qu'on avait l'impression d'avoir du mal à respirer. Je me suis assis à la table du demandeur aux côtés de mon avocat, Maître Harrison Blackwell, l'un des meilleurs avocats spécialisés dans les affaires familiales de Paris, avec plus de 30 ans d'expérience. En face de nous, Sophie était assise aux côtés de Maître Jonathan Pierce, son visage impeccablement maquillé, mais la tension et la peur dans ses yeux étaient impossibles à cacher. La juge Eleanor Hayes, une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard vif et implacable, a frappé son marteau pour ouvrir les débats. C'était une juge connue pour son équité et particulièrement stricte dans les affaires impliquant des enfants. Maître Blackwell s'est levé et a commencé sa présentation en projetant les photographies médicales que le docteur Henri Dubois avait prises la nuit où Marie avait été admise. Les images de l'énorme chymose noire sur le dos de l'enfant, les marques de doigts imprimées sur ses petits bras, les bandages sales laissés sans être changés pendant 5 jours, tout était agrandi sur l'écran, et toute la salle d'audience est tombée dans un silence glacial alors que chacun regardait des preuves qui ne pouvaient être niées. Le docteur Harold Whitman, alias docteur Dubois, a été appelé comme témoin, et il s'est tenu à la barre, sa voix professionnelle et claire décrivant l'état de Marie à son arrivée. L'enfant souffrait d'une contusion sévère des tissus mous au bas du dos, avec infection résultant d'un manque de soins médicaux appropriés pendant 5 jours. Les ecchymoses sur ses bras présentent le motif caractéristique de doigts d'adulte serrant fortement. En plus de 20 ans de pratique, je peux affirmer que ces blessures ne sont pas compatibles avec un accident ordinaire. La détective Claire Moreau a ensuite pris la barre et a présenté l'enregistrement de l'appel téléphonique entre moi et Sophie de cette nuit-là, dans lequel Sophie avait changé son histoire 3 fois et avait finalement admis avoir poussé sa fille. Sa voix a résonné dans la salle d'audience, froide et défensive, complètement différente de l'image de mère désemparée qu'elle tentait de jouer ce jour-là. La partie la plus importante de l'audience était la déclaration de Marie, et selon la procédure, elle n'a pas affronté Sophie directement dans la salle d'audience, mais a été interrogée en privé dans une pièce spéciale par une psychologue pour enfants avec une caméra enregistrant la session pour que le tribunal la voie. La docteure Rachel Morgan, une psychologue pour enfants avec plus de 15 ans d'expérience, a passé près d'1 heure à parler avec Marie. Et dans la vidéo montrée au tribunal, la petite fille a raconté ce qui s'était passé mardi soir avec des détails spécifiques et cohérents qu'aucun enfant ne pourrait inventer, décrivant la peur qu'elle avait ressentie lorsque sa mère s'était mise en colère, la douleur lorsque son dos avait heurté la poignée de porte en métal, les nuits où elle ne pouvait pas dormir à cause de l'agonie, et la menace de sa mère que si elle le disait à son père, quelque chose de pire arriverait. La docteure Morgan a conclu que la déclaration de Marie était entièrement crédible et que l'enfant montrait des signes de traumatisme psychologique causés par la violence domestique. Puis, ce fut le tour de Sophie à la barre, et elle a commencé à pleurer dès qu'elle s'est assise, les larmes coulant sur ses joues,
sa voix se brisant alors qu'elle essayait de se faire passer pour la victime. J'aime ma fille plus que tout. Ce n'était qu'un malheureux accident. J'étais trop stressé, trop épuisé de m'occuper d'elle seule pendant que mon ex-mari voyageait constamment pour le travail. Je n'avais pas l'intention de faire du mal à Marie. S'il vous plaît, votre honneur, comprenez-moi. Mais Maître Blackwell ne lui a laissé aucune marge de manœuvre, se levant avec une précision calme et démantelant chaque affirmation qu'elle faisait. Vous dites aimer votre fille, pourtant vous avez laissé l'enfant endurer une blessure infectée pendant 5 jours sans la conduire chez un médecin. Vous dites que c'était un accident, pourtant vous avez menacé l'enfant de ne rien dire à personne. Vous dites que vous avez dû vous occuper d'elle seule, pourtant vous recevez 10 000 € de pension alimentaire chaque mois et avez 2 femmes de ménage. Vous dites que vous n'aviez pas l'intention de faire du mal, pourtant vous avez admis lors de l'appel téléphonique que vous avez poussé l'enfant. Sophie a essayé de se défendre, pleurant plus fort, me blâmant de manipuler leur fille, blâmant Pierre d'interférer dans une affaire de famille, blâmant même Marie elle-même d'inventer des choses. Mais chaque argument a été écrasé sous des preuves qui ne pouvaient être expliquées. Après près de 4 heures de procédure, la juge Hayes a frappé son marteau pour le silence et a commencé à lire sa décision basée sur les preuves médicales, les témoignages de témoins, les rapports de police et surtout le témoignage cohérent de l'enfant mineur, Marie Dumas. Le tribunal constate que la défenderesse Sophie Dumas a commis des actes de maltraitance et de négligence envers son enfant. La garde complète est accordée au demandeur, Julien Dumas. La défenderesse n'aura droit qu'à des visites supervisées 1 fois toutes les 2 semaines dans un lieu désigné par le tribunal jusqu'à ce qu'elle termine un programme d'évaluation psychologique et des cours de parentalité. Le marteau a retenti à nouveau, mettant fin à l'audience, et j'ai poussé un long soupir pour la première fois depuis des mois, sentant comme si un poids écrasant avait été soulevé de mes épaules. Sophie a bondi, son visage se tordant de fureur, alors que le masque d'impuissance tombait et révélait la haine pure en dessous. Ses yeux brûlaient d'un rouge écarlate, comme si elle voulait me réduire en cendres. Ses lèvres pressées en une ligne dure et fine. Pas un seul mot n'est sorti de sa bouche, mais son regard disait tout. Ce n'était pas la fin. Puis elle s'est retournée et est sortie de la salle d'audience à grandes enjambées décisives, ses talons hauts frappant le sol en pierre comme des tambours funèbres. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette audience capitale, et la vie au sein du domaine Dumas avait complètement changé, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Marie était maintenant une petite fille de 7 ans et demi, débordante d'énergie et de rire. L'hématome sur son dos avait cicatrisé sans laisser de traces. Les cauchemars ne visitaient plus son sommeil, et le regard effrayé qui habitait autrefois ses yeux avait été remplacé par la légèreté joyeuse d'une enfant véritablement aimée. Elle appelait toujours Pierre infirmier Pierre, mais la façon dont elle le traitait n'était pas différente de la façon dont un enfant s'accroche à sa vraie mère. Chaque matin à son réveil, la première chose que Marie faisait était de courir dans la chambre de Pierre pour lui dire bonjour. Chaque soir avant de se coucher, elle insistait pour que Pierre lui lise une histoire et lui embrasse le front. Chaque fois que quelque chose de bien ou de mal se passait à l'école, la première personne à qui elle voulait le raconter était Pierre. Et chaque fois qu'elle dessinait des photos de sa famille, elle dessinait toujours 3 personnes. Papa Julien, infirmier Pierre et elle-même, se tenant ensemble dans la grande maison avec un jardin plein de fleurs. Quant aux personnes qui leur avaient autrefois apporté de la douleur, le destin leur avait réservé des fins qui leur collaient bien. Theo Cole a disparu de Lyon environ 2 mois après le jour où il a été raccompagné hors du domaine Dumas. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé. Les gens savaient seulement qu'une nuit, 2 hommes en costume noir l'avaient rencontré au bar qu'il fréquentait et avaient eu ce qui a été décrit comme une conversation privée. Après cette nuit-là, Théo s'est dépêché de vendre son appartement, a quitté son emploi sans un mot d'explication et a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Certains disaient qu'il avait déménagé au Mexique.
D'autres chuchotaient qu'il était quelque part en Europe, mais personne ne s'en souciait suffisamment pour le savoir. Et Pierre ne m'a jamais posé de questions à ce sujet. Il savait seulement que depuis le jour où Théo avait disparu, il n'avait plus jamais reçu de message menaçant. Et c'était tout ce dont il avait besoin de savoir. Sophie ne s'en est pas beaucoup mieux tirée. Après l'audience, le scandale de ses actes envers sa propre fille s'est répandu dans la haute société parisienne comme une traînée de poudre. Les vieux amis lui ont tourné le dos. Les invitations aux soirées mondaines ont cessé d'arriver. Les regards admiratifs qu'elle recevait autrefois ont été remplacés par des regards de mépris. Sophie Dumas, autrefois le centre de chaque événement social, est devenue une paria. Elle a essayé de s'accrocher pendant un certain temps, mais a fini par tout vendre et a quitté Paris en silence. Personne ne savait où elle était allée et personne ne s'est assez soucié pour demander. Elle est venue voir Marie exactement 2 fois, sur ordre du tribunal. Les 2 fois sous surveillance et les 2 fois Marie est restée silencieuse, refusant de parler à sa mère, attendant simplement que l'heure soit passée. Après la 2e visite, Sophie n'est jamais revenue. Et quant à Pierre et moi, notre relation a évolué avec le temps, aussi naturellement que la respiration. D'employeur et d'employé, nous sommes devenus amis. Et puis quelque chose de plus, quelque chose que nous sentions tous les deux, mais qu'aucun de nous n'osait nommer. Les regards prolongés quand nos yeux se croisaient par accident, les frôlements de mains brefs et involontaires quand nous nous passions quelque chose, les longues nuits à parler dans la cuisine jusqu'au matin, et la façon dont je m'assurais toujours que Pierre avait tout ce dont il avait besoin avant même qu'il ne le demande. Un soir d'automne, alors que les feuilles d'érable du jardin commençaient à prendre des teintes or et orange flamboyantes, j'ai invité Pierre dehors, disant que je voulais lui montrer les lucioles que Marie avait découvertes la veille. Pierre m'a suivi dans un jardin éclairé par des centaines de petites lanternes accrochées aux branches, créant une scène qui semblait tirée d'un conte de fées. Il s'est arrêté net, stupéfait par la beauté chatoyante devant lui. Julien, il n'a même pas fini sa phrase avant que je ne me tourne vers lui. Et puis, l'homme le plus puissant de la pègre parisienne, le patron que toute la ville craignait, s'est lentement agenouillé devant un infirmier modeste au passé blessé. J'ai tiré une boîte en velours noir de ma poche de costume et je l'ai ouverte, révélant une bague en diamant qui captait la lumière des lanternes et la renvoyait en étincelles brillantes. « Pierre, vous êtes entré dans ma vie comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Vous avez guéri les blessures de ma fille, et vous n'avez même pas réalisé que vous avez guéri les miennes aussi. » Ma voix était basse et chaleureuse, mes yeux gris fixés sur lui avec toute la sincérité que je possédais. Je ne suis pas doué pour les beaux mots, mais je sais une chose avec certitude. Je veux aider le reste de ma vie à vous protéger, à vous aimer et à construire une vraie famille avec vous et Marie. Pierre Dubois, voulez-vous m'épouser? Pierre est resté figé dans le jardin, baigné de la lumière chatoyante des lanternes, les larmes coulant sans contrôle, alors qu'il regardait l'homme agenouillé devant lui. Il avait un jour cru que sa vie serait à jamais engloutie par l'obscurité, qu'il courrait éternellement et vivrait dans la peur éternellement. Il n'avait jamais osé rêver d'un jour où il serait aimé ainsi, protégé ainsi, autorisé à appartenir à une vraie famille. Et maintenant, ce rêve devenait réalité, juste devant lui. Il a hoché la tête, sa gorge trop serrée pour une voix pleine, capable seulement de murmurer « Oui », à travers des larmes de bonheur. Je me suis levé, j'ai doucement glissé la bague à l'annulaire de Pierre et je l'ai serré dans mes bras, le tenant fort comme si j'avais peur qu'il ne disparaisse. Juste à ce moment-là, un cri joyeux a retenti depuis le porche. Infirmier Pierre a dit « Oui, papa ». Infirmier Pierre a dit « Oui ». Marie est arrivée en courant dans le jardin, ses cheveux bruns flottant au vent, son visage radieux d'une joie qu'elle ne pouvait cacher. Il s'est avéré que la petite fille avait secrètement tout regardé tout ce temps. Et cela faisait partie du plan que le père et la fille avaient préparé en secret. Marie s'est jetée sur nous, nous enlaçant tous les deux,
essayant de nous tenir ensemble d'un coup avec ses petites mains. Tous les trois, nous nous tenions dans le jardin lumineux, nous accrochant l'un à l'autre dans un bonheur complet. Puis Marie a levé les yeux, ses yeux brillants alors qu'elle me regardait avec une espérance impatiente et tremblante. Papa, est-ce que je peux appeler l'infirmier Pierre, maman? J'ai souri, le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu sur mon visage habituellement si froid. Bien sûr que tu peux, ma princesse. Marie s'est tournée et a serré Pierre fort dans ses bras, l'appelant Maman Pierre, avec une telle émotion que Pierre a pleuré à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de joie qui jaillissaient. Puis la petite fille a regardé à nouveau son père, ses yeux devenant soudainement plus sérieux, plus profonds que ceux d'un enfant de son âge. Papa, merci de m'avoir cru dès le début. Ce jour-là, si tu ne m'avais pas cru, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je me suis penché et j'ai pris ma fille dans mes bras, ma voix rauque alors que je lui chuchotais à l'oreille. Je te croirai toujours, pour toujours. C'est ma promesse. Et aujourd'hui, je ne sais pas, honnêtement. Parfois, je regarde Pierre et Marie, cette famille que nous sommes devenus, et je me dis que c'était le chemin le plus étrange, le plus tortueux pour arriver au bonheur. D'autres fois, je me demande si toute cette paix est solide, si le passé ne reviendra pas frapper à la porte, sous une forme ou une autre. Le crime ne disparaît jamais vraiment de ma vie, ça, j'en suis certain. Mais Marie, elle, a retrouvé son rire. Et Pierre, il a appris à sourire sans peur, à aimer sans douter. Est-ce une fin parfaite? Je ne crois pas qu'elles existent. Mais c'est une fin qui nous ressemble. Une fin où l'espoir a gagné un peu de terrain sur l'obscurité. N'est-ce que ça, le plus important? Fin de l'histoire.